Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel. Ces entretiens réalisés tout au long de l'été autour de la question de la fin de vie, de l'aide à mourir, de la souffrance, de la fragilité, en essayant d'envisager la proposition de loi Falorni sur l'aide médicale à mourir concernant l'euthanasie et le suicide assisté, dans une perspective anthropologique, philosophique, sociologique, pour essayer de gratter la complexité et vous donner à voir le relief et la complexité des enjeux qui viennent nous questionner sur est-ce que cette proposition de loi est le symptôme d'une sorte de défaillance, de décadence au fond de notre rapport à la mort, et est-ce qu'elle porte ou au contraire le signe d'un progrès, et est-ce qu'elle porte en soi des risques, des difficultés, est-ce que notre principe responsabilité devrait s'exercer vis-à-vis de cette loi. Et donc j'ai la chance de recevoir de très nombreux intellectuels, chercheurs, universitaires, auteurs, penseurs, citoyens, mais aussi praticiens de santé, qui viennent nous livrer leurs réflexions et leurs éclairages sur ces enjeux. Je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur. J'ai aucun conflit d'intérêt dans cette histoire-là. Je m'exprime en mon nom propre et ma casquette d'éthicien et d'anthropologue de la santé me donne une sorte de légitimité à essayer d'ouvrir ces débats. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir un ami. Bonjour Fabien Moine. Ouais, bonjour Louis. Bonjour Fabien, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je vais hasarder une présentation difficile parce que tu as beaucoup de casquettes. Tu es à la fois auteur, éditeur avec une maison d'édition, patron d'un café associatif, on pourrait dire. Alors t'as pas un bureau de tabac et la vérole, mais, mais finalement t'as beaucoup de cordes à ton arc. Et t'es aussi soignant, accompagnateur de jeunes et puis formateur en hygiénisme, en naturopathie, dans de nombreuses écoles de naturopathie et d'hygiénisme. Puis voilà, tu as accompagné de très très nombreux jeunes et tu as une connaissance finalement à 360 degrés de beaucoup de pratiques de soins qui te permettent d'avoir un recul critique, avec une perspective pluridisciplinaire, où tu cherches à mettre en place finalement une santé intégrative. Et tu participes notamment à la coordination des émissions Parlons Santé qui sont sur YouTube et d'autres réseaux sociaux tous les mardis soirs ou presque, qui essayent de mettre autour de sujets de santé de très nombreux praticiens venus d'horizons différents, de la santé allopathique institutionnelle comme de santé qu'on pourrait dire complémentaire ou alternative. Et dans ces entretiens, on a déjà abordé la question de la mort avec des regards très différents, venus d'horizons de doula, accompagnatrices de fin de vie ou d'alchimistes, spagyristes, avec vraiment des regards très très différents. Et tu t'es exprimé publiquement sur cette question de la loi Falorni, parce que tu as ressenti qu'il y avait comme une sorte d'urgence. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à la présentation que j'ai faite de toi ? Non, c'est très bien. Juste dire, quand c'est présenté comme ça, parfois les personnes ont un regard critique, mais en fait, cette personne fait tout et rien. En fait, il y a un dénominateur commun, c'est d'essayer d'être en lien, puis d'essayer de comprendre la complexité qui fait un humain, et sous des dénominations diverses, que ce soit la réalisation d'un documentaire, l'écriture d'un bouquin, l'édition d'un livre. En gros, c'est d'essayer de participer à un débat public, ce que tu fais là en faisant une agora virtuelle sur un sujet qui est pas débattu, malheureusement. Et souvent, je me retrouve à essayer de donner la parole ou à tenter de la prendre sur des sujets où il y a un peu des angles morts, que ça soit l'hygiénisme, le jeûne, la santé intégrative. C'est pas des choses qui sont très populaires, mais c'est des choses qui me semblent essentielles. Et depuis quelques années, je dirais un peu avant le Covid, il y a eu un virage entre guillemets anthropologique dans ma pratique, parce que je me suis dit, bon, il y a l'éthique du praticien qui m'intéresse beaucoup, la posture du praticien, et on pressentait déjà avant la crise qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et donc, si je m'intéresse aux soins, c'est comment on peut pratiquer le soin, dans quel cadre. Et on voit une restriction du soignant de pouvoir opérer, alors que ça soit le soignant allopathe qui est privé de ses outils, de ses moyens, de sa logistique, voire même de ses collègues. Et puis, il y a le praticien non allopathe, l'homéopathe qui va se faire dissoudre, le naturopathe qui va se faire affubler de tous les colibets, le médecin chinois ou le praticien en Ayurveda qui va se faire qualifier de charlatan ou d'inutile. Et donc, on voit qu'il y a un champ de restriction. Et
En fait, il y a un changement civilisationnel très clair et ça me semble essentiel qu'il y ait un débat public. Ça semble peu intéresser le public parce que faut quand même creuser. Et donc, merci aux gens qui prennent le temps de regarder tes entretiens pour se forger une opinion plurielle et puis sans doute réinvestir le champ de discussion dans les familles puisqu'il n'a pas lieu au niveau politique et public. Et puis, de comprendre que tout ça, ça participe à un projet de civilisation ou certains diraient même de fin de civilisation ou d'amorce d'une autre civilisation. Et donc, voilà, ça me semble essentiel. On pourrait penser que ça sort du cadre de ce qui pourrait être mes compétences en dehors de la nutrition du jeûne. Mais pour moi, ça préexiste avant même tout cela. C'est-à-dire qu'on ne sera plus capable de parler de soins, de nutrition, de jeûne ou même d'allopathie pour ceux que ça concerne, si les dérives en cours vont à leur but. Parce que, évidemment, ça va être toujours plus difficile de soigner un mort qu'un vivant. Ouais, finalement, tu as une légitimité à parler au sens où tous les citoyens l'ont. Finalement, la mort est un sujet qui nous concerne tous. Et puis, la façon dont on serre les coudes entre frères et sœurs humains à ce moment-là, où au contraire, on laisse roue libre à un système techno-administratif qui va créer des techniciens de la mort en nous dépossédant de ce moment-là, est effectivement un carrefour civilisationnel et qui ne regarde, comme tu le dis, pas que la question de la mort, mais l'ensemble du soin. On est petit à petit dépossédé au fond de nos propres outils, mais on pourrait aller plus loin et dire que c'est une des caractéristiques, une des signatures de notre fin de postmodernité, c'est cet sentiment diffus et confus d'impuissance à tout endroit. Aujourd'hui, n'importe quel entrepreneur qui veut faire un restaurant, un petit métier de plomberie ou n'importe quoi, se retrouve pris dans les raids de 15 ou 20 administrations qui vont lui pomper son pognon, son énergie, lui demander de remplir des papiers réglementaires pour avoir le droit d'exercer, et puis diriger sa pratique, l'encadrer, lui mettre tout un carcan techno-administratif pour expliquer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas, souder à tel endroit, oui, mais à tel autre endroit, non, faire le resto comme ci, comme ça, oui, mais alors il faut faire des chiottes handicapées ou des trucs comme ça. Bref, on a l'impression que c'est pas que dans le soin ce que tu décris, c'est presque une signature majeure de notre société actuelle. Oui, c'est ça, parce qu'il y a deux mots qui pourraient résumer ça, c'est l'accablement et l'abdication. C'est-à-dire que devant tant de lourdeur, c'est comme, vous voyez, des fois, il y a des sportifs qui mettent des poids sur leur corps pour s'entraîner, ils sont plus lourds, ils mettent des poids sur le thorax, là, comme des gilets pare-balles, ils s'en mettent aux poignets, ils s'en mettent aux chevilles. Et on a l'impression que le citoyen, quel qu'il soit, dès l'instant qu'il veut créer un mouvement, est beaucoup plus lourd, il est beaucoup plus fatigable. Et donc, pour pas se fatiguer, pour pas perdre d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? On végète, on reste dans la même position. Et au final, quand on regarde le projet de civilisation, le seul qui reste, c'est un projet d'inertie, donc de mort, parce que la vie, c'est le mouvement. La santé, c'est pour moi un équilibre dynamique, c'est-à-dire que quand vous marchez, vous tombez un instant en fait, mais vous vous rattrapez en permanence. Et donc l'étape de parfaite santé, c'est le transhumanisme. Et donc vous serez en déséquilibre et en équilibre constant, et c'est beau en fait. Mais là, on en vient à ne plus pouvoir bouger, à être dans la sclérose et donc la mort. Et par analyse et par observation assez objective, le seul grand projet de civilisation, c'est la mort. Alors la mort par guerre permanente, là on voit qu'on est noyé. D'ailleurs, le citoyen se retrouve accablé par des informations qu'il peut plus vérifier. Là, on est transpercé d'informations. Et puis en dessous, il y a marqué ceci n'est pas une IA, ou nous n'avons pas encore contrôlé si cette image provient d'une IA. Donc, on peut peu se faire une idée, mais en tout cas, ce qu'on voit, il y a un climat très anxiogène avec des guerres par proxy, des guerres très directes, dont il est difficile de comprendre les enjeux, dont il est difficile d'avoir des réelles informations. Il faudrait prendre beaucoup de temps à s'informer. Ça devient anxiogène. On n'a pas la maîtrise non plus sur les enjeux, mais en tout cas, cette image plaquée du réel et du temps présent, c'est la guerre permanente, systématique, où qu'elle soit dans le monde. Et donc, elle revient presque, cette mort, comme une solution à tout. Et donc, il y a une logique, pour moi, entre cette actualité et l'actualité dont tu cherches à faire le débat dans ces entretiens mortels, où au final, quelle que soit l'option, la finalité, ce n'est pas de vivre, ce n'est pas d'entreprendre des projets, ce n'est pas d'avoir une transcendance, c'est de mourir, et j'irais presque le plus rapidement possible, et le cadre salvateur dans tout ça, sans souffrance. Et donc là, ça s'inscrit dans une
une vision de biopolitique absolue et totale qui rappelle certaines formes dictatoriales, sauf que là, on y greffe de la technologie inédite. Et donc, l'État va régner avec des moyens technologiques très nouveaux, hein, à la fois sur la conception, donc la reproduction synthétique, hein, hors utérus ou des transplantations dans d'autres corps, va régner sur la santé, donc notamment avec la e-santé, je pense qu'on en parlera parce que c'est un sujet qui t'anime et moi qui m'anime beaucoup. Voilà, parce que je fais une veille permanente et quotidienne depuis 4-5 ans dessus. Et puis, évidemment, une fois qu'on a parlé de la reproduction de la santé, la mort. Et donc là, on a la sphère totale de l'individu qui est intégrée, de sa conception, voire même de l'autorisation à ce qu'il y ait une conception, jusqu'au droit de ce qu'on appelle le droit à mourir. Et en fait, c'est presque une sanction, une obligation à en finir. Et donc, la grande question dans cette biopolitique absolue et totale, dans un système technocratique et néolibéral, c'est qu'il y a un coût de la vie. Mais qui décide ce coût de la vie, surtout quand le débat public est confisqué. Donc déjà, merci à toi Louis de faire ce débat-là, que j'ai dit, il est virtuel parce qu'il y a peu d'espace pour le faire. Et en fait, c'est la question qui se pose, c'est qui a droit de vivre, donc selon quels critères et à quel prix. Et moi, je peux pas faire l'économie de ne pas faire le rapprochement avec la loi bioéthique d'août 2019, qui est, on va dire, qui préfigurait un petit peu comme une rampe de lancement ce qui allait se passer dans les mois et les années qui ont suivi jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le fait de faire des recherches sur l'embryon et les cellules souches, donc d'aller modifier le vivant à la racine, de valider la GPA dans un premier temps à l'étranger, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de faire de GPA sur le territoire français, mais si vous le faites à l'étranger, parce que dans une optique néolibérale, hein, vous pouvez marchander à peu près tout ce que vous voulez, des organes, voire la création de vie. Donc on va valider ça aussi, on comprend que c'est un coup de bière à 3 bandes, hein. Et puis de l'autre, l'hybridation et les chimères homme-animal, voire homme-machine. Donc et là, c'est très clairement assumé de modifier la vie sur des critères transhumanistes. Et donc, moi, je fais fusionner ces deux projets de loi, ces deux lois-là, qui atteignent le vivant, pour lesquels il n'y a pas de débat public, et puis sur lesquels il y a, on va dire, un TGV qui passe. C'est comme ça, en fait. Ce n'est pas demandé par le public. C'est ça qui est important. Ces deux lois-là ne proviennent pas d'une concertation, d'une demande des citoyens auprès de leurs députés. Il n'y a pas quelque chose qui est comme un bruit de fond dans la société. C'est que ça arrive comme ça, c'est plaqué, c'est imposé, et il faut l'accepter, il faut l'avaler tout cru, en manifestant évidemment l'argument du progrès, et puis de la liberté, soit de la liberté de conception, soit la liberté de mourir, le droit d'avoir un enfant si on ne peut pas concevoir, le droit de sélectionner aussi génétiquement un embryon pour obtenir le meilleur dans sa vie, hein, comme si on allait au rayon des supermarchés. C'est toujours pour le mieux, pour le progrès, pour plus, mais il n'y a jamais d'effet secondaire, il n'y a jamais de problème dans ces lois-là. Or, pour moi, il y a des trous qui sont absolument béants. Et ce qui me fait dire, et j'avais fait une vidéo traitant de la loi euthanasie, dont j'avais choisi le titre « La conscience de l'homme change ». Et en fait, c'est ça, pour moi, c'est que cette absence de débat traduit une modification de la conscience. C'est-à-dire que s'il y avait débat et acceptation, la conscience de l'homme changerait, mais de fait qu'il y a un retrait de la parole du citoyen ou de quelque engagement associatif, ou voire même religieux, on pourra en parler, parce que ces questions-là, au niveau religieux, sont censées être très tendues au niveau des monothéismes. Et là, on voit qu'il y a une disparition du débat public. Et donc, pour moi, ça traduit un changement de civilisation, comme on l'a dit, mais de modification de la conscience humaine. J'entends dans ce que tu dis finalement qu'il y a une sorte de submersion et d'humiliation de l'humain par la complication, pas la complexité, mais la complication qui est liée à l'absence de référentiel sur ce qui est vrai, ce qui est faux, sur l'impossibilité à savoir s'il est encore en train de discuter avec d'autres humains ou uniquement avec les rouages d'un système technicien qui s'exprime par un chatbot, par ChatGPT ou par IA, et que là-dedans il y a une sorte d'abandon, de reddition qui consiste à confier son destin effectivement à ces systèmes techniques et à les laisser s'hybrider à nous,
y compris jusqu'à l'intérieur de notre corps ou par le biais de nos téléphones portables ou par des systèmes d'aide à la décision, quels qu'ils soient, ou d'aide à la synthèse critique sur les sujets, et que donc il ne peut plus y avoir de débat public sur aucun sujet, parce que chacun est comme déclassé, son interprétation du réel n'a plus aucun sens, puisqu'il n'y a pas de réel, il n'y a qu'une construction. Et c'est comme il y a une sorte d'humiliation, de mise à genoux, dont la porte de sortie est effectivement une culture de mort. Il vaudrait mieux en finir. Et avant cette culture de mort, une culture programmatique depuis la naissance, comme tu l'as dit, puis ensuite le fait d'avoir des enfants exactement comme il faut, et enfin le fait de débarrasser le plancher quand on sera trop coûteux, avec une rationalité instrumentale, utilitariste et économique qui vient justifier des décisions et des lois dont le bon sens devrait nous dire qu'elles sont complètement inhumaines, mais dont la submersion par le discours, par la logorée finalement des éléments de langage et du marketing, fait qu'à la fin, oui, c'est acceptable, peut-être même ça correspond à mon désir. Et dans ce changement de conscience du monde, je te soumets cette idée. Certains ont dit que les lois précédentes sur la fin de vie avaient trait aux gens qui allaient mourir. Elle concernait ceux qui vont mourir. Puis là, elle concerne ceux qui désirent mourir, ceux qui veulent mourir. Et là, il y a un changement fondamental parce que autant ce qui va se passer, c'est difficile à contrôler, autant le désir, ça c'est quelque chose que les fruits vénéneux des neurosciences cognitives, du marketing, de la propagande ont tout à fait démonté. Nous pouvons susciter le désir d'une Porsche, d'une jolie fille, d'une nouvelle machine à laver ou d'un suicide assisté avec des paillettes et du champagne. Plutôt que d'atroces souffrances. Et donc, on nous met face à ce choix illusoire, on pourrait dire, en hypnose. Soit c'est la souffrance atroce de continuer à vivre dans ce monde de merde où vous comprenez rien, vous êtes déclassé, économiquement vous valez plus rien, et de toute manière vous servez plus à rien non plus, puisque l'IA fait tout mieux que vous. Soit vous partez. C'est des techniques de manipulation assez de base, hein. C'est ce qu'on va revenir avec un enfant. Un enfant qui veut pas manger, c'est tu préfères des petits pois ou des carottes? Voilà, comme ça, il se pose pas la question de savoir s'il a envie de manger ou s'il a besoin de manger ou pas. Il va répondre à une question et c'est un choix biaisé. Donc là, la question c'est est-ce que vous voulez mourir par manque de soins, de manière longue, coûteuse et douloureuse, ou vous voulez en finir avant? Et donc, c'est un choix extrêmement biaisé. Donc, on a créé les conditions, enfin, le système a créé, parce que le « on », c'est toujours assez vague et puis c'est bizarre. Donc, le système en place a créé les conditions totales et absolues sur les 10, 15, 20 dernières années pour que le choix soit réduit. Donc, en réduisant les lits, en réduisant les services, en réduisant le nombre de soignants, en réduisant les propositions de soins, hein, comme je l'ai dit, on a supprimé littéralement des médicaments, on l'a vu sur les 5 dernières années, voilà, en les classant sous substances vénéneuses, en organisant également des pénuries de production en Asie, hein, essentiellement en Inde et de manière moindre en Chine. On a aussi discrédité des pratiques comme l'homéopathie, comme la naturopathie, comme l'ayurveda, la médecine chinoise. Et au final, il ne reste plus qu'un continuum, c'est-à-dire l'allopathie comme un grand couloir blanc, froid, dégradé, dans laquelle on a ôté aussi des prérogatives aux soignants. On a renforcé aussi le pouvoir du Conseil de l'ordre qui fait que dès l'instant qu'un soignant soumettrait une question éthique, soulèverait une problématique, voudrait parler ou voudrait soigner de manière alternative, il se fait dissoudre pour l'exemple. Et donc là, évidemment, ça renvoie. On parlera de l'histoire. Je pense que c'est important que les gens comprennent. Il me semble que dans cet entretien mortel, tu vas interviewer Vincent Pavant, qui en parlera beaucoup mieux que moi de toutes ces approches, notamment de Vichy, où on voit l'apparition du Conseil de l'ordre des médecins. C'est pas anodin, évidemment, dans ces fractures historiques. Là, je pense qu'on vit une autre fracture historique. Donc, on vole aux soignants sa capacité de soigner. On vole aux soignants sa logistique de soins, son armée d'aides-soignants, d'infirmiers. On épuise et puis on fait accepter l'accablement, l'affliction et l'usure comme un mode de vie. Et au final, le malade, en voyant de plus en plus qu'il y a des morts aux urgences, là, il faut parler évidemment des remboursements très récents des ALD, donc des affections longue durée.
Et ben quelque part, si on me dit, bah voilà, pour les affections chroniques longue durée, cancer, diabète, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, je vais être moins bien remboursé. Donc je vais être une charge pour moi-même, je vais être une charge pour mes proches si je suis plus autonome sur le fait de pouvoir rentrer de l'argent et payer. Ça va être très risqué aussi d'aller aux urgences. Je vais avoir de la grande difficulté à me faire suivre par un médecin généraliste parce que je suis dans un désert médical. Je vais avoir de plus en plus de mal à trouver un spécialiste ou faire des imageries médicales ou interpréter mes analyses avec finesse. Et ben, au final, je vais glisser peut-être déjà sur l'e-santé de manière transitoire. Alors, ben, il y aura des cabines d'auto-médication, hein, des e-médecins. On voit fleurir en Asie, ben là, des grands. J'avais fait un reportage dessus là sur une vingtaine de minutes sur donc ce premier hôpital sans médecin. En fait, il y a des médecins, il y a 4 médecins, 14 infirmiers. Et donc là, vous avez des machines robotiques qui vous analysent hein, et qui vous donnent des traitements a priori pertinents. On sort des études du chapeau en disant, ben regardez, alors là, vous avez Laurent Alexandre qui est en pleine effervescence en ce moment, en disant que aux étudiants en médecine, ça sert à rien. Franchement, allez pas perdre 8 années de votre vie. Vous êtes déjà concurrencé par l'IA et vous êtes déjà obsolète avant même d'avoir commencé à apprendre. Et donc, quand vous serez diplômé, vous serez bon à être des techniciens au service de l'IA. Donc là, on le voit jubiler. Pour lui, c'est l'aboutissement. Donc, on sort ça. Le soignant se sent déjà obsolète avant même d'avoir franchi les portes de l'hôpital. Et en plus, on lui sort des études où il exercerait moins d'empathie que l'IA. Donc évidemment, ces études arrivent au bon moment. Et donc, si je suis soignant, je me dis, mais quelle est ma fonction? Quelle est ma fonction? Parce que je suis moins bon que l'IA. Je ne suis pas aussi productif et efficient que l'IA. C'est-à-dire, je peux pas tenir sur la durée parce que je vais être capable de faire un burn-out. Je vais devoir faire des siestes, voire je vais devoir manger et aller faire des besoins naturels. Et possiblement, je vais faire une erreur, ce qu'on nous vend comme impossible avec l'IA. Donc, au mieux, je serai un technicien de contrôle et je serai bon à recharger les piles solaires de mon IA. Et en plus, on me fait sentir que j'ai moins d'empathie. Et derrière, il y a le grand public qui est dans ce désert médical-là, qui est plongé face au sordide, à la sordide réalité du soignant, et qui aura un faux choix, comme tu le disais. Donc, soit mal me faire soigner, soit pas pouvoir me faire soigner, être un poids pour la société, me faire sentir que je suis pas productif. Et la productivité, c'est quand même la valeur étalon du citoyen aujourd'hui. Hein. C'est pas sa capacité à produire du beau, à être en lien, à produire du lien, à aider les autres à être en lien, ou simplement être contemplatif et puis on va dire générer les produits de cette contemplation et de cette inspiration par l'art. Non, c'est simplement quel rendement, quelle efficience il aura. Et donc si je suis vieux, si je suis handicapé, si je suis déprimé, je n'ai plus cette place-là. Et donc, comme tu le disais, je ne suis pas dans un contexte de mort, mais je suis dans un contexte de mort sociale ou d'anticipation de la souffrance et de la douleur qui ne pourra pas être soignée correctement. Donc, cette idée comme un venin va s'instiller, peut-être que ce faux choix va devenir une volonté, un désir personnel, alors qu'en fait, on a juste coupé les moyens pour que je puisse vivre autrement ou que simplement je puisse me percevoir comme autrement. Et donc là, la loi fin de vie ne s'adresse plus aux souffrants, elle s'adresse aux inutiles. Mais à l'heure de l'IA, la plupart des gens vont ressentir ce sentiment d'inutilité. Et on est obligé de parler un petit peu des pays qui ont déjà une longueur d'avance sur nous, notamment le Canada et les Pays-Bas, où on observe déjà des glissements sur cette ligne que tu décrivais comme très floue. Et donc on voit l'ouverture aux adolescents, mais pas n'importe quel adolescent, aux adolescents dépressifs. Très objectivement, si je suis dans une logique de rentabilité, d'utilitarisme, de production et d'efficience, un ado dépressif, je ne vais pas miser dessus. Surtout s'il est en concurrence avec la machine, il est déjà usé avant d'avoir commencé à avoir l'illusion d'être productif. Donc pour le système, il ne sert à rien. Ou avec un jeune migrant qui a traversé 1000 souffrances, qui a la niaque et qui de toute manière n'a plus rien à perdre et donc acceptera n'importe quel salaire, n'importe quel quoi qu'on lui donne, plutôt par rapport à un jeune occidental dépressif qui arrive à 10 heures en disant ah désolé je me suis pas levé quoi.
Exactement, et c'est d'ailleurs ça en tant que citoyen, mais même sur le soignant. On voit qu'il y a en France de plus en plus recours aux soignants étrangers, donc aux des diplômes équivalents qu'on ne reconnaît pas, ce qui permet d'avoir des salaires moindres, et puis surtout on leur fait des contrats renouvelables d'1 an, mais même pas tacitement. C'est-à-dire que vous allez devoir être absolument docile au système pour pouvoir faire le sale boulot. C'est-à-dire que, en effet, la force intellectuelle, la force vive de travail arrive. Et puis, on a vu qu'il y avait eu un dissensus avec les soignants suspendus. Donc, cette fracture éthique qui était abordée, c'est je ne souhaite pas ne plus pas prendre soin de l'autre parce que je n'ai pas des informations éclairées. Et je n'ai pas à me faire imposer, et je n'ai pas à imposer quelque chose que je ne connais pas. Donc il y a. J'allais y venir parce que tu as fait un documentaire qui s'appelle Suspendu des soignants entre deux mondes, auquel j'ai eu la chance de participer, que vous pouvez retrouver sur le site de exuvie.fr, je crois, et en streaming. Mais tu as aussi fait un livre qui s'appelle Soignants suspendus, citoyens d'avant-garde, où tu viens explorer cette idée qui nous a été exposée pendant le Covid de ceux qui étaient utiles, ceux qui étaient inutiles, ceux qui acceptaient de rentrer dans la danse ou ceux qui n'acceptaient pas, avec l'idée que les injections qui nous étaient proposées, au fond, nous étaient imposées quelque part, sous peine de mort sociale, de déclassement et d'excommunication, au fond, d'une sorte de mouvement presque religieux de la société vers le transhumanisme. Et à un moment, tu prends cette comparaison en disant, au fond, cette injection est presque une sorte de baptême. Ouais. Oui, tu peux nous expliquer cette idée et comment ça peut résonner avec cette idée de loi sur la fin de vie? Alors j'avais pris le parti dans le livre de faire, comme je disais, il y a eu dans mon raisonnement, dans ma pratique, il y avait un grand déficit qui c'est celui de l'anthropologie, et donc je suis parti sur la base du rituel. C'est-à-dire que de mon point de vue, la société manque de rituels, de rites. Le baptême en est un, le mariage en est un autre, la mort aussi est un rituel de passage, et le citoyen a de moins en moins d'opportunités de pratiquer ces rituels. Et donc je m'étais dit, les espaces vides laissent place à l'imposition. Pour moi, la société a été vidée de son sacré, et donc, ça laisse place à introniser une nouvelle religion. Cette religion, pour moi, c'est le transhumanisme. C'est la nouvelle religion, la seule qui soit acceptable. Et c'est une religion de mort, évidemment, qui ne promeut pas la vie ni la transcendance, ou la transcendance, en fait, c'est juste l'augmentation de son corps pour plus de productivité et accepter la concurrence avec l'inéluctable machine. Or, le rite vaccinal, par le rituel de l'injection, était pour moi quelque chose qui était absolument à percevoir comme une agrégation à la société ou non. Et le pas de côté qu'ont fait les soignants suspendus, c'est de dire non, j'ai une éthique, j'ai une foi, j'ai une vision très claire de ce que doit être un soignant, de ce que doit être un humain. Ce n'est pas quelqu'un à qui j'impose quelque chose, surtout de manière inconnue, et je n'ai pas à me laisser dicter mon agrégation ou pas à la société par ce biais-là. Et donc ça a été renforcé, mais ce discours de Brown, donc l'ancien ministre de la Santé, à qui je souhaite d'ailleurs bon courage parce qu'il est en train de lutter avec un cancer. Et il a dit, en parlant du papillomavirus, dans les vaccins papillomavirus qu'on force dans les collèges pour les jeunes filles et les jeunes garçons, il a dit la vaccination, ça doit devenir un rituel. Mais j'ai dit, ça y est, il a lâché le mot. Enfin, il y a eu la validation de ce qui était au fond le seul acte tolérable en tant que rituel dans notre société. C'était le fait de modifier sa structure génétique par l'ARN messager, de devenir un autre humain, à la fois en abdiquant, c'est-à-dire en se laissant imposer un acte qui au final est peu utile, peu recommandable et qu'on n'a pas choisi, parce que sinon il y a exclusion du groupe.
Or, on est quand même des êtres sociaux et c'est la pire des choses qu'on puisse faire à un humain, de l'excommunier. C'est pour ça que les soignants suspendus, petit aparté, à mon avis, n'étaient pas prévus. C'est-à-dire que vu que il y avait à la fois cette mise sous tension de l'exclusion sociale et à la fois cette corruption, si vous acceptez de jouer le jeu de l'injection, vous allez être couvert d'or. Ça, hein, dans les vaccinodromes, certains sont devenus très riches, hein, ont pu s'offrir des villas et des piscines, il faut pas l'oublier. Donc il y avait une double tentation. La tentation de se corrompre et la tentation de se parjurer. Et donc ce rite-là, pour moi, il est à l'œuvre, et c'est pour ça que j'ai nommé le bouquin Citoyen d'avant-garde. C'est une avant-garde qui met sa conscience au-delà de tout. C'est-à-dire, j'accepte l'exclusion, ce qui est très dur à vivre. J'accepte l'insécurité financière, ce qui est effroyable aussi, au profit de ma conscience. Et c'est pour ça que je disais que la conscience de l'homme change et qu'aujourd'hui, on va retrouver un bastion de soignants comme un bastion de citoyens qui se sont mobilisés pendant la crise Covid et qui sont à peu près les mêmes qui vont s'agréger en termes de réflexion sur la loi euthanasie. Parce que ce sont les seuls qui ont les ressources psychologiques pour y faire face. Objectivement, tout le monde doit sentir que ce qu'on dit est véritable, il le sent dans son cœur, mais c'est trop violent. Et donc le déni vient comme une armure psychique s'opposer au réel, et on va le déformer, on va le tordre, on va se dire oui, c'est un progrès, puis oui, quand même, hein, pour les plus souffrants, c'est bien. Oui, mais l'adolescent, là, on pourra lui proposer du soin, on pourra lui proposer autre chose que des médications ou la suggestion du suicide assisté. Et là, ça va trop vite, c'est trop fort, donc on écarte le sujet. C'est pour ça que c'est fondamental à la fois. Il y a cet enjeu fort derrière le suicide assisté pour moi ou l'euthanasie, c'est l'effondrement de la créativité, l'effondrement de l'idée que d'autres possibles pourraient exister. Il y a comme une inéluctabilité derrière le fait que bah oui, quelqu'un me demande à mourir, il est dans des souffrances importantes, je vais réaliser son désir, je vais l'aider à réaliser son désir, fût-il un désir de mort. Parce que je n'ai aucune idée et imagination, aucun imaginaire sur comment ça se pourrait se passer autrement. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est il pourrait y avoir d'autres types de soins. Donc, j'ai dit qu'on a fustigé les soins complémentaires, d'où mon souhait de promouvoir une santé intégrative. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre, d'un point de vue spirituel, où moi, je l'ai entendu dans l'intimité du cabinet, comme tu as certainement dû l'entendre. Moi, j'ai vu des joies droit dans les yeux et des gens qui avaient toute leur lucidité. Je remercie la maladie. Et derrière, je remercie la souffrance parce que ça a permis de me transcender, de me découvrir, de découvrir aussi mieux les personnes qui m'entouraient et puis de trouver un axe très puissant dans la souffrance. Sauf qu'on a évacué. On est dans une société du confort et que cette souffrance est à anesthésier. Je sais à qui je m'adresse en disant cela. Pour vivre juste ce qui est bon. Pas vivre la vie au sens large, avec ses douleurs, ses incompréhensions, ses tensions, ses souffrances. Simplement rester dans quelque chose de cotonneux, quelque chose d'éthéré, quelque chose finalement qui n'est plus en lien avec le réel, mais avec une moitié du réel, donc qui n'est plus le réel. Et c'est faire fi de tout ce qui peut être grandissant pour un humain. Là, on parle de situation de tension sociale. Il y a des gens qui se retrouvent dans la précarité. Et donc, là, on va revenir au soins suspendu parce qu'on a pris l'exemple, donc on peut le filer jusqu'au bout. Évidemment qu'en prenant la parole de manière publique et en étant moi-même pas soignant institutionnel et donc absolument pas soumis et sous la menace d'une suspension, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, envoyé des vocaux pour, partager leur peine. Et donc il y en a qui étaient en mouvement dans la colère, qui tournaient en boucle parce qu'il n'y avait pas cet interstice de sortie que tu nommais encore, peut-être pas les ressources, mais j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes me dire c'est très dur, j'ai été rejeté par ma famille, j'ai été rejeté par mes collègues, je suis dans un contexte très précaire, je ne sais pas me projeter, même dans le fait de me loger, je ne sais pas me projeter professionnellement. Le regard de mes enfants est très dur pour moi parce que je les mets dans la difficulté et que j'aurais pu choisir autrement, parce que ça reste un choix. Pourtant, je me suis jamais senti aussi libre et jamais aussi créatif. Et donc, c'est l'acceptation de la partie douloureuse de l'existence, c'est l'acceptation de la souffrance.
Et donc là, par ces lois-là, par ces propositions, par ces suggestions hypnotiques, comme tu le disais, on dit aux gens, mais la vie, c'est quand même profiter. La vie, c'est prendre du bon temps. La vie, c'est avoir du plaisir. Pourquoi souffrir? Et donc, si on court-circuite la possibilité d'avoir une transcendance, si on efface le religieux, le spirituel, si on coupe le lien avec l'autre, qu'est-ce qui reste comme substance? Je dis, mais c'est pas grand-chose la vie, l'existence. Donc autant en finir. Et si en plus on me propose d'en finir de manière très douce, ça va être le paradis. Et en plus remboursé. Si on me propose en plus de plus être un poids pour les autres, que ce soit moralement ou financièrement, bah c'est tout trouvé. Et donc je pense que c'est cette chose-là qui est très dure. Hein. Sans doute il y a des personnes qui vont dire oui, mais ça se voit que tu n'as pas souffert pour tenir un tel discours. Et c'est pour ça que je me permets de témoigner par proxy pour ceux qui m'ont rapporté des choses droit dans les yeux. Où ils étaient dans une souffrance, voilà, c'était 10-15 années de chimio avec 2-3 cancers différents. Hein. Je pense à une amie très chère. J'étais au tout début de ma pratique de naturopathe, mais tout frais diplômé, mais avec très peu d'expérience. Et elle avait eu consécutivement cancer du sein, cancer du foie et cancer des os. Et elle me dit, voudrais-tu m'accompagner de manière complémentaire? Et moi, je lui dis, ben non, je me sens pas du tout capable. C'est trop gros, c'est trop. J'ai pas ni la formation, j'ai pas le cursus, j'ai pas l'expérience. Je peux pas en fait. Elle me dit, mais je te choisis toi parce que tu vas entendre ce que je te dis. Je remercie la maladie d'avoir fait ce que je fais. Et donc, je te confie une partie de ma santé, pas ma santé, parce qu'elle était suivie allopathiquement, mais par contre sur la nutrition, sur d'autres choses, je veux que ce soit toi parce que tu as la capacité à entendre cela. Et donc moi, ma pratique a obliqué dès le début, grâce à ce genre de témoignages, de personnes qui étaient dans une réalisation d'elles-mêmes très forte, en vivant une souffrance très incarnée, hein, et en allant au bout de leur existence. Et plusieurs fois, il y a eu la possibilité d'aller en Suisse, de recourir à l'euthanasie, mais cette personne-là, je raconte, hein, c'est une amie très proche, a été au bout du bout, jusqu'aux soins palliatifs, et en vivant sa vie de manière complète. Et je me suis dit, bah ouais, il y a autre chose en fait dans la maladie. Il n'y a pas que la souffrance, il n'y a pas que la décrépitude, il n'y a pas que la souffrance de l'entourage. Il y a aussi la possibilité de trouver un axe nouveau. Elle, c'était à travers l'art et notamment la poterie et la poésie, où elle a agrégé autour d'elle des expositions magnifiques. Elle a publié un livre, un recueil de poésie autour de ces sculptures en terre. Et donc, c'est mesurable, ces choses-là. Et donc, il y a tout un champ interdit par cette loi-là, le fait de ne percevoir la vie que par quelque chose de cotonneux et confortable, et de faire peser la tension sur l'individu de la souffrance périphérique de l'autre. Donc, il y a des gens qui vont se supprimer pour eux-mêmes pour éviter leur souffrance, et il y a des personnes aussi qui vont être tentées d'être dans un suicide assisté pour ne plus être un poids, ou pour des raisons économiques, ou pour des raisons morales et logistiques, ou pour des raisons d'héritage. Dire, bah, là, on peut en parler, c'est qu'avant 75 ans, si vous mourrez, bah, il y aura moins de ponction de votre pécule pour vos proches. Donc on est un peu plus tenté, si on a du cœur pour les siens, de venir à bout de son existence à 74 ans et 360 jours, plutôt que de basculer dans quelque chose qui pourrait faire 20%, 22,4% d'héritage à ses proches. Donc là, je balance beaucoup de choses comme ça à la volée, mais ce que je veux faire passer comme fil conducteur, c'est si nous sommes dans une société qui écarte le sacré, qui écarte le spirituel, qui écarte le beau, qui écarte la transcendance, qui ne laisse que l'utilitarisme et donc la concurrence avec la machine, en étant augmenté à la Elon Musk avec un implant micropuce, eh ben, il reste plus beaucoup de substance et de désir de vie, de pulsion de beau. Autant crever. Autant crever, c'est ça qui est suggéré de manière hypnotique, surtout si on vit dans un contexte de guerre, en disant bah, à quoi vivre, quelle est la perspective. Eh ben, y compris dans ces zones de tension, dans ces zones de souffrance, on peut y trouver la beauté et l'expression d'une existence qui a un relief tout à fait nouveau
et des perspectives assez radieuses. Et c'est une mise en abîme aussi de ce que nous traversons, nous, qui ne sommes pas dans ces états-là. On pourrait se dire, mais quel est le sens de cette société? Eh ben, c'est nous renvoyer aux confins de nos réflexions, de notre exploration d'âme, et puis justement de trouver des interstices de vie et de beau dans tout ce chaos qui n'a qu'une ressource énergétique limitée, c'est-à-dire celle de nos peurs et de nos angoisses. J'entends dans ce que tu dis qu'au fond, la maladie, l'épreuve, serait une occasion qui est donnée à chacun de se trouver lui-même, de se connaître lui-même, d'aller finalement dépasser ses peurs, ses limites pour aller se confronter à quelque chose de plus grand. Et donc, il y a une sorte de réhabilitation de l'idée de l'épreuve, voire même de la souffrance, qui pour certains va sonner comme un relent passéiste, réactionnaire, catholique, où la souffrance est une rédemption, nous permet la transcendance, etc. Pourquoi s'infliger ça, au fond? C'est une première chose. Et puis, il y a une deuxième objection, hein, je me fais l'avocat du diable, c'est de dire, bon, d'accord, tout ça est bien beau, on pourrait effectivement, il est peut-être donné à certains de trouver une sorte d'élévation dans l'épreuve, mais pour beaucoup d'autres, il y a comme une impossibilité à y faire face. L'épreuve les effondre avec une sorte de naufrage. Et on voit quand même que sans grande réflexion intellectuelle, il y a beaucoup de nos concitoyens qui considèrent qu'une personne âgée qui a plus toute sa tête, des problèmes d'incontinence, qui ne veut plus manger, etc., ils sont comme démunis face à ça, avec l'idée de mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et avec cet interdit qui se toque à la porte de dire mais et si la mort était au fond une délivrance, mais je m'interdis de le penser, c'est mon père, c'est ma mère, et en même temps c'est quand même là, ça vient toquer à la porte, et là maintenant ça vient toquer à la porte des médias, de la fabrique du consentement, de la propagande et même du système législatif, comme pour essayer d'ouvrir ce tabou, de le faire voler en éclats. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la question justement du tabou, de l'interdit, est-ce que c'est utile, est-ce qu'il faut justement le dépasser, et la question du suicide? Alors, avant de répondre à tes questions, là, pareil, on peut se retrouver aussi dans le faux choix pour les maladies de dégénérescence, parce que c'est là dont on part et de ce que les gens se retrouvent à vivre en tant qu'enfants ou petits-enfants avec les personnes âgées. Je viens de la campagne, du milieu paysan, donc on voit les vieux partir. J'ai la chance d'avoir encore mes deux grands-mères qui ont respectivement 93 et 94 ans, qui sont autonomes. Je viens d'un milieu assez, c'est modeste plutôt, c'est modeste. Donc ce sont pas des gens qui ont qui ont les super médecins, qui ont les super compléments alimentaires, absolument pas. Ce sont des gens qui ont été dans le labeur et dans la souffrance du corps par survie pendant une période de leur vie, puis après dans le maintien correct. Et je vois pas de grande décrépitude, et j'observe les vieux à la campagne depuis tout jeune. Hein. On est confronté aux anciens. Hein. En ville, c'est plus dur de voir les anciens. C'est un peu anonyme comme société, mais dans les villages, on a au mieux au pire des nouvelles, puis au mieux on visite les maisons où les vieux sont amenés pour prendre le café ou prendre la tarte. Et donc j'ai vu une relative autonomie. Je me souviens aussi de mon arrière-grand-mère qui était autonome jusqu'au bout, jusqu'à plus de 95 ans, et puis qui dit je me sens pas bien, je suis un peu fatigué, le médecin vient, bon, ça roule, le médecin part et 3 minutes après fait un arrêt cardio-respiratoire dans son lit. Bon, on pourrait dire magnifique. Mes deux autres grands-pères sont décédés à domicile aussi. Donc, partait d'usure, mais avec toute leur tête, j'ai pu relationner avec eux jusqu'au bout. Mais j'ai pu dire les choses, ils ont pu me dire des choses. Je ne crois pas que ça soit une exception dans les campagnes. Par contre, et donc là, je me positionne en tant que praticien de santé qui est dans la prévention. J'ai vu la dégradation aussi dans le milieu paysan, notamment par l'utilisation des pesticides, qui sont des neurotoxiques majeurs.
je vois aussi l'usure des personnes qui mangent mal, qui dorment pas assez, qui font pas d'activité physique, qui sont bourrées de chimie médicamenteuse avec des effets secondaires qui parfois sont supérieurs aux bénéfices primaires. Je vois aussi l'absence de lien, comment ça détruit, l'absence de stimulation intellectuelle, ce que ça inhibe. Et donc, je me dis qu'on crée aussi beaucoup les situations, de manière systémique, on crée les situations d'une dégénérescence. Et cette dégénérescence, elle est horrible à voir, elle est parfois même insupportable, et on souhaiterait qu'il y ait la fin. Et donc, déjà, c'est attention aux faux choix qu'on peut produire. C'est que je pense qu'on peut restreindre énormément ce facteur souffrance. Alzheimer, Parkinson, vus comme des choses banales aujourd'hui, je parlais des ALD, sont évitables, clairement. Et donc, en jeu, on le sait, des neurotoxiques, mais également l'écosystème intestinal qui est bouleversé avec des pratiques alimentaires variables ou des habitudes de vie modifiables. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi le fait d'avoir une perte de lien avec les anciens. Il y a une atomisation des familles pour des raisons professionnelles plus que de rencontres amoureuses. C'est-à-dire que pour commencer sa vie, pour améliorer sa carrière, eh bien, on va se diluer dans l'espace, ce qui était moins le cas avant. Et donc, les anciens vont être moins en lien, on va prendre moins soin de leur santé, peut-être avoir moins de lien social, une nourriture de moins bonne qualité, plutôt des plats préparés, moins d'activité physique, moins de jardin. Et puis, ils vont être en EHPAD, où on voit une accélération de la décrépitude pour tous ces facteurs-là. Et donc, avant même de parler du suicide assisté, il faut qu'on fasse aussi l'effort d'acceptation de dire que les EHPAD sont des mouroirs accélérés, où on va finir de ponctionner ce qui reste de pognon aux vieux ou aux familles, donc avec de la bouffe industrielle de piètre qualité, des mauvais soins. Il y a des vieux qui croupissent dans leur couche pendant une journée, parce qu'il n'y a qu'une seule couche par jour, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'aides-soignants. Et puis on l'a vu avec le paroxysme de la crise Covid, où il y avait déjà cet acte d'euthanasie dissimulé, voire de suicide suggéré, avec le Rivotril. Alors, Rivotril en tant qu'agent euthanasiant, et puis suicide, c'est-à-dire la personne se laisser mourir, parce que si en plus je peux plus être en lien avec mes enfants, mes petits-enfants, ou si je peux plus jouer aux cartes avec mes camarades, qu'on me laisse isoler dans ma chambre avec ma peur et la seule télé anxiogène comme compagne, je vais me laisser mourir. Donc on crée les conditions de cette euthanasie et de ce suicide. Il y a tout un système qui est à repenser. Il y a beaucoup d'éléments qui nous montrent qu'une autre vieillesse est possible, notamment par les maisons mixtes, notamment par le fait de faire du lien. Quand je dis maison mixte, c'est par exemple de faire des loyers modérés aux étudiants en échange de quelques heures de compagnie ou de course avec les personnes âgées, donc qui seront remises en vie, les animaux, puis le fait aussi d'avoir un jardin cultivé par ces mêmes étudiants, qui apportent de la nourriture fraîche et biologique aux anciens, et puis avec des partages culturels. Donc la décrépitude physiologique, psychologique et émotionnelle, elle se traduit par l'abandon. Et donc les vieux ne sont pas rentables. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de percevoir la vieillesse, la fin de vie, la décrépitude et la souffrance aussi par cet aspect néolibéral qui crée les conditions de la décrépitude. Donc pour moi, il y a un énorme biais. Et de la même façon que je suis très partagé, c'est un euphémisme sur la question de l'IVG qui est inscrit dans la Constitution, ce qui est assez étrange pour moi, mais ce qui est très cohérent avec ce que je disais au début. Nous sommes des civilisations de mort où on ne veut pas mettre la protection de la vie ou on va dire la fraternité dans la Constitution, on va vraiment mettre le droit à mourir, alors qu'il est très facile d'accéder à l'IVG, et on va dire il y a une espèce de consensus tacite sur le fait de l'accepter. Mais par contre, de là à l'accepter pour des critères flous au 9e mois pour détresse psychosociale, là c'est quelque chose qui autorise presque, de mon point de vue, un infanticide. Je parle vraiment pour moi. Et donc il y a tout un glissement, on va dire circulaire du début de vie jusqu'à fin de vie, où on autorise, pour moi, la possibilité d'accomplir l'homicide. Soit sur le très jeune enfant, qui est viable,
c'est-à-dire au 9e mois, hein, je parle vraiment du 9e mois, on ne va pas rentrer dans le détail, et avec aussi ces exceptions, par exemple, il y a certains États aux États-Unis qui sont très stricts sur l'IVG avec son interdiction, où, de mon point de vue, on est dans une expression de non-humanité, c'est-à-dire pour des abus sur enfants, voire très jeunes enfants, ou des critères qui doivent être considérés d'un point de vue humaniste. Et de la même façon qu'il y a des souffrances chez des anciens ou des fins de vie où ça ne fait plus sens. Ça ne fait plus sens de vivre. Chez des gens qui sont dans des souffrances telles où ce sont des lambeaux de chair qui ne vivent plus rien parce qu'ils n'ont plus capacité à le vivre, et bien évidemment que là, c'est notre humanité qui doit s'exprimer. En revanche, si on court-circuite la question éthique, cette humanité vécue comme un progrès fait que être humaniste aujourd'hui, être compatissant aujourd'hui, c'est de donner la mort. Et là, il y a un glissement. Et là, il y a danger. Et donc, on glisse dans quelque chose qui est assez sordide et où va s'exprimer la pulsion de mort. Faut pas avoir peur du mot, des psychopathes. Il y a, j'ai oublié son nom, mais vous pourrez sans doute le retrouver par son nom qui est latente peut-être chez chacun d'entre nous, mais qui est normalement inhibé par justement tout notre apprentissage, nos tabous, notre et la civilisation et la société. L'exemplarité de la société autour de nous, qui a toujours promu la vie, pris soin du plus faible, et qui permet justement que cette pulsion de mort disparaisse au fond. Ou soit canalisée en tout cas. Voilà, dans l'Ancien Testament, c'est le début de la grande épopée c'est le meurtre de Caïn et Abel, et qui est très étonnant, hein, c'est-à-dire l'humanité commencerait par ce meurtre mimétique de l'autre, enfin l'humanité, ou en tout cas une partie de l'humanité du peuple élu, et tout va être fait ensuite pour essayer de, voilà, comment on réconcilie ça, comment ce péché initial, cet interdit, cette pulsion de mort est jugulé, et surtout pas comment on lui laisse libre cours par tout un... Voilà. Et notamment, il y a l'idée de l'exemplarité, c'est-à-dire ceux qui arrivent à dire non et à montrer l'exemple à tous les enfants qui grandissent, quoi. Donc, toi, tu dis que finalement, l'exemplarité de la mort amènerait à libérer cette pulsion-là. Exactement. Dans la Constitution, je préférais qu'il soit inscrit quelque chose qui est a priori religieux, mais qui devrait être basique. C'est plutôt que il est possible de faire un IVG au 9e mois, de juste mettre tu ne tueras point, qui me paraît être quelque chose d'assez sain. Et donc il y a une libération de la névrose et de la pulsion de mort. Et si elle n'est pas canalisée par la culture, par la société, par un contexte familial ou par un cadre spirituel religieux, c'est très dangereux. Et donc je parlais de ce psychiatre qui avait fait un livre, psychiatre français, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais vous pourrez le retrouver grâce au moteur de recherche. Donc il avait sorti un livre en 2020, deuxième semestre 2020. Ou grâce à l'IA. Grâce à l'IA, bien sûr. Hein, vous serez, voilà, vous scannez ma voix, puis vous l'envoyez, comme ça vous n'avez même pas à taper. Et montrer que les professions dans lesquelles il y avait le moins d'empathie, et donc le déficit d'empathie, c'est aussi la psychopathie, de manière psychiatrique, c'était dans les professions d'exercice du pouvoir, c'est-à-dire la politique, et dans les professions du soin. On estime que entre 2 et 3% de la population ont des traits psychopathiques. Mais dans ces professions-là, c'est entre 10 et 15%. Donc c'est surexprimé. Or, ce sont les professions qui ont le trait de prendre soin, de contenir, de guider, d'encadrer. Donc ça crée un problème lorsqu'il y a des lois avec des interstices d'expression de pulsion de mort, comme la loi euthanasie, comme la loi bioéthique, et surtout dans un contexte belligérant où là, on va dire ces caractères-là antipathiques, anti-empathiques, ça peut laisser libre cours. Et donc là, je suis obligé de faire le lien avec quelque chose qui est pour moi fondamental, c'est le nazisme. On va dire tout de suite, ça y est, on attend le point Godwin. Non, alors moi c'est quelque chose qui me fascine, pas le nazisme, hein, mais le moment d'expression dans lequel cette idéologie-là a pu s'exprimer à très grande échelle. Donc ça, c'est quelque chose qui, enfant, puis adolescent, puis adulte, m'a toujours habité.
Et donc se dire, est-ce que ça a été contaminant? Est-ce qu'il suffisait d'une poignée de personnes? Est-ce que c'est dans l'humain? Est-ce que c'est créé pour l'humain? Enfin, ce sont des réflexions de fond. Et très vite, je suis arrivé à me questionner sur ce qui s'est passé dans la médecine et dans les camps, mais bien avant que je m'intéresse aux soins. C'est-à-dire depuis une vingtaine d'années. Donc là, j'ai quelques vieux bouquins pour ceux qui s'intéressent. Là, pour le coup, je n'ai pas la référence du psychiatre, mais j'ai ça. Donc là, c'est Christian Bernadac, Les médecins Bondy. C'est un très bon opuscule, des éditions France Empire. Et puis surtout, ça, c'est des vieilles éditions. Donc, Les médecins de la mort, 4 volumes. C'est un peu une anthologie de ce qu'a pu faire le médecin, avec un grand M, comme expérimentation d'euthanasie et d'expérience génétique sur les inutiles. De stérilisation, d'euthanasie, ça au nom d'un eugénisme et d'une mort miséricordieuse dans le monde nazi. Donc on peut tout à fait venir convoquer cette question parce que c'est déjà la question de l'euthanasie, du suicide assisté, de la stérilisation, de ceux qui ne seraient pas exactement conformes. Donc pour moi, on a tout à fait le devoir de venir convoquer cette question-là, d'autant plus que normalement, elle a structuré l'ensemble du cadre éthique et législatif de la médecine d'après-guerre. Après la grande gueule de bois du programme Action T4 et de la tuerie de masse, des chambres à gaz, etc., il y a les procès de Nuremberg, dont nous sommes les héritiers. Et peut-être que ce qui est en train de se passer dans nos hémicycles, c'est justement qu'il n'y a plus de personnes qui ont été les témoins de ça. Les derniers poilus sont morts, bientôt les derniers anciens combattants de 39-45 seront morts aussi, et il ne reste plus grand monde pour en témoigner, à part des Vera Charab ou des gens comme ça. Mais donc là, ces livres racontent l'histoire de ces médecins qui ont transgressé et qui, au nom de la médecine, sont allés jusqu'au bout c'est ça. De l'œuvre de mort. Et donc là, tu parlais du programme Action T4, qu'il faut presque penser au système immunitaire avec les lymphocytes T4, mais c'est autre chose. Mais on pourrait filer une métaphore, mais bref, sur autre chose. Donc l'Action T4, c'était à destination des improductifs, des dégénérés et des incurables. Or, cette loi euthanasie, si on dit c'est un vieux, c'est quoi? C'est un improductif. Quelqu'un qui est dégénéré, on le voit, donc là, l'IVG, le cadre s'est étendu. Quand vous êtes enceinte, si vous êtes une femme, et que vous avez un enfant en vous qui est atteint de nanisme, ou qui a une clarté nucale qui laisserait entendre qu'il pourrait être trisomique, ou par ponction génétique qui pourrait être autiste, il n'y a pas beaucoup de questions éthiques, il n'y a pas beaucoup de questions morales. La seule question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous voulez garder l'enfant? Sous-entendu, à quel moment vous voulez qu'on le supprime? Et là est convoqué les questions d'ordre logistique. Vous savez que ça va être très contraignant. Vous savez que ça va être très coûteux. Vous savez que votre vie a changé. Et donc, dans ce moment de tension émotionnelle où on n'a plus beaucoup de lucidité, en tant que parent, les experts médecins viennent jouer le rôle de, on va dire, conseillers moraux. Et ça, c'est très étrange. Et j'en parlais avec des sages-femmes, et elles me disent ça ne fait plus l'objet d'aucun débat, le nanisme et la trisomie. C'est accepté. Et donc là, ce sont des gens qu'on qualifie de dégénérés. Donc on est déjà dans l'eugénisme, mais tacitement accepté. Je dis pas qu'il faut, je me positionne pas, je dis juste que maintenant cette question ne se pose quasiment plus. Pour le nanisme, pour le nanisme, oui, lapsus très révélateur. Donc ce sont des gens qu'on qualifie de dégénérés. Une fonction, alors en plus, si on a une période de transhumanisme, si en plus on est dans une ère de sélection, de codification génétique, franchement, c'est quoi ces gens-là, quoi? À quoi ils vont nous servir? Et puis, c'est un fardeau, franchement. Allez, on vous l'aspire, c'est un mauvais moment à passer, puis après, on vous aidera peut-être avec une sélection d'embryons. Monsieur, on va regarder vos spermatozoïdes. Madame, on va regarder vos oocytes. On va faire quelques tests génétiques, puis on va vous prendre quelque chose qui est pas mal. Et si vous le voulez même, on peut faire quelque chose de mieux. C'est que monsieur va prendre vos spermatozoïdes et madame, on a à notre disposition, alors pas dans notre pays, mais on a des cliniques à l'étranger, partenaires, qui ont des banques d'ovocytes. Et on peut sélectionner par QI, on peut sélectionner, si vous préférez, couleur des cheveux. Voilà, les bleus, les yeux, etc. Alors, pour info, par exemple,
si vous êtes roux et que vous cherchez à donner votre sperme, on le refuse, parce que c'est pas vendeur sur les catalogues. Donc il y a des critères comme ça. Et puis madame, si vous souhaitez continuer d'être productive au travail, parce que peut-être que vous êtes mis en concurrence avec des jeunes ou une IA, on peut peut-être faire porter votre enfant par une mère porteuse qui est très heureuse, en Hongrie ou en Roumanie, d'avoir votre argent pour se payer des études. Ça permettra le ruissellement économique de l'Occident vers les zones moins dotées. Voilà, c'est ça. Service à quelqu'un. Exactement. On est toujours dans le critère du bien. Donc, c'est-à-dire que on va prendre une étudiante californienne très bien dotée intellectuellement, un physique très avantageux, donc a des bons ovocytes. On pourra même se prendre un spermatozoïde d'une autre personne et puis on fera fusionner ça hors corps et puis on injectera à une mère porteuse. Et puis on aura notre enfant et ça sera tacitement acceptable. Puis on dira mais regardez quand même, vous préférez avoir un enfant du fruit du hasard. Dans la société ultra concurrentielle qui s'annonce, c'est peut-être pas lui rendre service. Ou alors vous souhaitez exprimer le mieux au niveau de la génétique pour que déjà vous ayez une vie paisible où ça sera pas chiant au niveau du suivi scolaire, vous ne risquez pas d'avoir de maladies, qui sera pas coûteuse, qui aura plus de portes parce que s'il y a des tests génétiques systématisés, il aura plus de chances d'être recruté sur un CV. Alors, vous ne mettrez plus votre âge ni votre photo sur votre CV, mais par contre, il y aura sans doute le codage génétique. Et donc, cette tension économique rationaliste-là, elle pèse. Et donc, pour moi, on est dans l'eugénisme déjà. On n'est plus sur un critère potentiel. Et donc, avec une contamination de la transgression éthique dans l'interruption thérapeutique de grossesse que tu citais sur la question du nanisme ou de la trisomie 21, au fond, c'est une proposition qui est faite par l'équipe médicale. Mais la demande, il y a une sorte d'inversion, c'est-à-dire que la loi fait que c'est la famille qui doit demander l'interruption thérapeutique de grossesse. C'est tout sauf vrai, c'est-à-dire c'est un mensonge. La réalité pratique, c'est les soignants qui découvrent quelque chose qui ne va pas et qui disent bon, peut-être qu'il faudrait faire une interruption thérapeutique de grossesse. Mais dans les textes, on crée une fiction où c'est la famille qui doit demander l'interruption thérapeutique de grossesse. Il y a comme une perversion à faire porter le chapeau à celui qui en plus va subir l'acte, quoi. Donc, il est son propre bourreau. Encore une mise à genoux où on est son propre bourreau. C'est ça, on ne peut plus en vouloir à personne parce que, encore une fois, ce qui est très intéressant, on va pouvoir faire le lien avec la loi donc pour le suicide assisté, pour le demander le recours. Pour moi, ce qui compte, c'est le critère de lucidité pour exercer un libre arbitre. Lui, vous avez le choix. Le choix, il est extrêmement limité quand on souffre moralement ou physiquement. On n'est plus dans la lucidité, ou si on déprime. Nous ne sommes plus en capacité d'exercer un libre arbitre. Ce n'est pas possible. Et donc, si là, vous êtes dans une période joyeuse de votre vie où vous êtes avec votre mari en train de faire l'échographie, vous vous projetez dans le fait de faire la chambre du petit, vous dites, attends, quel sexe il va avoir, on va peut-être faire, là, c'est la mode, là, des trucs reveal, là, soit c'est rose, soit c'est bleu. Donc, on est dans une projection, dans un petit rêve très douceâtre. Baby shower. Voilà, c'est ça. Donc on est dans cette idéalisation du moment qui est objectivement quelque chose qui est sans doute de plus beau dans l'existence. Et là, la fatalité arrive où l'échographe tire une tête. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Écoutez, on va refaire des contrôles, on va peut-être faire une biopsie. Et donc là, il y a toute la mécanique qui se met en route. Il y a le doute, il y a la peur, il y a la non-communication qui est déjà une communication en tant que telle, en tout cas sur du paraverbal. Et donc là, la joie laisse place à l'angoisse. Et donc, on réduit le champ d'expression de la volonté. Écoutez, on n'est pas sûr, mais là, quand on regarde la clarté nucale, il se pourrait quand même qu'il y ait de grandes chances ou de malchances que votre enfant puisse être autiste. Alors là, c'est le mur qui s'abat. Mais qu'est-ce que c'est que l'autisme exactement? Puis là, il y a tout l'arsenal linguistique du soignant qui, lui, est confronté à la maladie et qui est dans du rationalisme pur. En plus, c'est pas son existence que ça vient toucher. Et peut-être que lui, il fait un transfert de ce qu'il vivrait, de ce qu'il est en train de projeter. Moi, je veux surtout pas d'enfant autiste. Et donc, ça va transpirer par les pores de sa blouse. Sauf que, il y a quand même moi, j'en connais, vraiment, j'en connais intimement, des gens qui ont dit, non, moi, j'accepte de garder cet enfant. Et donc, il y a tout mais vous êtes sûr? Donc, quand on vous pose ces questions, vous êtes sûr? C'est qu'il doit y avoir un doute que je vois pas, en fait. Et donc, cette personne est allée au bout, cette maman est allée au bout, et l'enfant est né, il n'avait aucun caractère trisomique. Donc là, il n'y a plus d'excuses du corps médical, il n'y a pas de remise en question,
De toute façon, on a fait peser le bénéfice-risque. Bah, vaut mieux quand même prendre une décision. Un enfant, vous pouvez en avoir un autre, comme si une vie se substituait à une autre. On est dans ce critère-là de consommation de la vie. Or, c'est un choix quand même qui est éthiquement très, très coûteux, pas seulement pour la vie, mais après pour la psychologie des parents et surtout de la maman qui porte la vie, qui se posera cette question-là. Est-ce que j'ai bien fait? Puis est-ce qu'il y avait vraiment un diagnostic fiable? Est-ce que cette imagerie médicale, est-ce que cette clarté nucale-là était vraiment objective et déterminante pour les caractéristiques d'une trisomie 21? Et donc, on fait porter là cette tension aussi. Et donc, dans ce moment... On voit vite le moment où il pourrait se produire que la maman n'ait plus le choix. Bien sûr. On lui dise, madame, écoutez, vous voulez garder, c'est un caprice, on a quand même 97,8% de chances qu'il soit trisomique, on ne peut pas se permettre de prendre le risque collectivement, et vous comprenez bien que vous dépendez de notre système de santé, de nos aides, etc., et qu'ensuite, on ne pourra pas se payer une vie entière d'allocation adulte handicapé pour une passade de votre part. Allez, on y va. Votre caprice, ou alors votre vision du monde, ou votre conscience du monde, elle ne rentre pas en concordance avec celle de la société. Vous vous mettez dos à la société. Et pourquoi vous faites ça? On le voit avec les enfants déjà nés vis-à-vis de l'ASE et vis-à-vis des choix médicaux des parents, ou autres, ou éducatifs. Déjà, on le fait avec des enfants vivants. Chez une chose qui n'est encore rien, qui n'a pas d'identité, qui est un fœtus, voire même un embryon, bon voilà, écoutez, on ne va même pas s'encombrer, quoi. Ça ne vous appartient pas. Et on projette exactement le même rapport au vivant à la fin de vie, c'est-à-dire que l'enfant, là, il n'est pas encore productif, il n'est même pas encore identifié, comme tu le dis. Et donc, la personne âgée qui perd son identité par sa perte de fonction et de rendement et d'efficience, écoutez, madame, vous avez perdu votre mari il y a 15 ans, vous êtes veuve, vos enfants sont loin, vos soins sont coûteux, vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de place non plus dans l'EHPAD, vous le voyez, les soins sont compliqués. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser à vos enfants? L'image d'une souffrance ou peut-être un meilleur confort de vie, parce que là, vous allez pouvoir offrir un héritage. Et donc là, on vient torturer la psyché de la personne, et puis je pense, enfin dans ma croyance profonde, c'est que l'humain est bon. J'ai vraiment alors je parlais de personnes tordues, je pourrais revenir dessus, et je pense que ce sera intéressant de voir cette opération de transit ce qu'on pourrait appeler du bien vers le mal. Mais pour moi, l'humain est fondamentalement bon. C'est sa nature d'exprimer la bonté et de savoir aussi se mettre au service de plus grand que lui. Et donc, c'est peut-être ça qu'on va convoquer de manière sordide, parce que je pense, comme pendant la crise Covid, mon petit Jonathan, tu vas t'injecter pour protéger papy-mamie. C'est-à-dire que c'est avec l'amour pour ses grands-parents que cet enfant a accepté d'être un cobaye. Eh bien, c'est pour l'amour de ses petits-enfants que peut-être Jeannette ou Geneviève va succomber aux susurres du soignant qui lui suggère de manière très lointaine d'en finir avec la vie. Et donc, vu qu'il suffit d'un moment de faiblesse pour abdiquer à vivre, une petite carence en vitamine D, un hiver un peu dépressif, voilà, un peu moins de magnésium, une mauvaise nouvelle, et juste une parole lâchée, pas besoin d'acte écrit, une parole lâchée pour que le soignant vienne en finir avec vous. Et s'il venait à l'idée d'un autre soignant de dire, attendez, peut-être qu'il faudrait repenser ça, là, c'est un petit coup de mou, ça arrive à 100% des gens. Allez, Jeannette, on va faire des choses un peu plus pour vous, on va rappeler votre famille, là, ça va bientôt être les fêtes, ils vont pouvoir revenir, remettre la personne dans un mouvement de vie. Et ben là, la personne risquerait 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende parce qu'elle contreviendrait à la volonté de la personne. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être inculpé en tant que soignant pour essayer de promouvoir la vie, mais quelque part valorisé pour exercer une pulsion de mort. Et en fait, on est en train de tordre les deux choses. Si on court-circuite le soignant dans sa possibilité d'aider l'autre, eh ben, il a un biais, dire autant qu'elle en finisse. Et puis l'autre personne, si je ne peux pas être soigné ou être en lien, autant que j'en finisse. Et donc, c'est une suggestion mortifère
que je n'ai pas peur de qualifier de démoniaque, qui est en train de se jouer. Et en fait, on est dans l'eugénisme social de classe, c'est-à-dire, je l'ai dit, donc il y a les improductifs, les dégénérés et les incurables, mais également celui qui aura la possibilité de se faire soigner, parce que c'est ça qu'il faut, c'est-à-dire c'est le modèle social du système de soins qui est en train d'être abattu aussi, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'inconditionnel, que tu sois riche, pauvre, nanti ou miséreux, tu seras soigné, tu seras accompagné. Or là, cette question du suicide assisté, elle concernera, pour ceux qui ont une détresse psychosociale, comme c'est qualifié de manière très floue au niveau juridique, c'est-à-dire que ça va concerner essentiellement les mal lotis socialement. Le riche, il aura toujours le moyen de s'offrir une bonne clinique, de pouvoir se rapprocher de ses proches, d'avoir des trajets en train, d'avoir un VSL adapté, d'avoir des soins complémentaires, d'avoir une infirmière à domicile, d'avoir même une psychothérapie non remboursée. Et donc, on est dans cet eugénisme à la fois on va dire, physique, et de cet eugénisme social, où il ne doit rester qu'une élite. Et donc, c'est cette déshumanisation qui est le plus sordide, et où au final, être humaniste aujourd'hui, c'est accepter de tuer au nom de la vie. Et donc, on a tout tordu, on a tout désacralisé, et on a tué dans l'œuf. Et là, je reviens au nazisme, parce que moi, je me suis intéressé au champ... alors, le nazisme... juste avant que tu nous parles du nazisme, t'es pas le seul à avoir perçu ça, parce que des groupes entiers de personnes handicapées se sont soulevés face à cette proposition de loi en disant mais attendez, ça nous concerne directement. On sent que on va nous mettre la pression dessus, quoi. Je me souviens d'un jeune homme, Louis Bouffard, je crois, qui est atteint d'une myopathie de Duchenne, voilà, dans son fauteuil roulant, etc., qui a dit clairement, voilà, ça me concerne directement. En gros, vous allez m'éradiquer. Et il y a tout un groupe de gens revendiqués de gauche, la main sur le cœur, qui a dit oui, nos valeurs de gauche, c'est de prendre soin du plus faible, c'est pas de l'éradiquer. Et donc il y a un groupe qui s'appelle Jusqu'au bout solidaire et certains députés de gauche qui ont voté contre cette proposition de loi. Exactement, je pense que c'est intéressant parce que oui, on parle au nom des gens qui sont touchés par cette mesure, mais on les laisse pas parler. On les laisse pas parler en fait. Et il y a beaucoup de personnes handicapées qui disent mais attendez là. Vous êtes en train de vouloir faire de l'eugénisme social et un nettoyage discret. Mais nous, on veut vivre et on est OK dans cette situation-là. Lui, je crois qu'il est atteint d'une maladie dégénérescente en plus. Oui, c'est une myopathie de Duchenne, quoi. Donc c'est vraiment où les muscles, petit à petit, ne font pas le travail, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a et donc arrêt de la respiration. Enfin, c'est pas juste un handicap moteur qui va perdurer. C'est vraiment une dégénérescence où il y aura, comme la maladie de Charcot est en train de pulluler depuis quelques années. Donc, ce sont des dégénérescences très lourdes, très très lourdes à vivre et des invalidités progressives pour lesquelles il y a très 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 peu de solutions thérapeutiques. Et donc, on sait qu'on glisse vers la dégénérescence. Et donc, ces gens-là qui sont touchés par la dégradation de leur fonction, une partie disent mais nous on est contre ça, on veut vivre et on n'est absolument pas OK parce qu'on voit le glissement, parce que évidemment qu'il y aura un glissement, évidemment dans les contours flous de ces suicides assistés, il y a le fait de déclasser des individus. Si on parle d'ultra-efficience de l'IA, de la robotique, qui va clairement se suppléer à énormément de fonctions d'emploi, eh bien, il y aura des gens qui seront concurrentiels et d'autres qui seront non concurrentiels. Et donc, il y aura des utiles et des inutiles. Et donc, on va taper déjà sur les vieux. En plus, on va faire des économies sur les retraites. Et puis, un handicapé, c'est lourd au niveau du coût. Donc, bien sûr que ça fait marcher quand même l'industrie pharmaceutique, les ALD aussi. Mais je pense qu'il y a un transfert de fonds. Parce que là, le pactole a été fait, on va dire, pendant le hold-up des 10, 15, 20 dernières années sur la Sécu, et que là, il y a un autre champ dont tu parles très souvent, c'est le business de la mort. Et donc là, il y a peut-être plus de pognon à se faire sur la mort que sur le traitement longue durée. Il y aura toujours un business double, hein, mais à mon avis, il y a
un transfert d'action de BlackRock Vanguard qui va se faire aussi sur une espèce d'épuration des inutiles et que ça va rentrer dans le champ d'acceptation de la société. Ce qui est d'ailleurs le cas, hein, l'absence de débat éthique dont on parlait au début démontre aussi le fait de se retirer. Et puis au final, vu que la vie va être dure, pourquoi pas, comme bénéfice secondaire pour certaines personnes, toucher l'héritage de papy-mamie avant qu'il soit dilapidé dans les soins et dans l'EHPAD. Ça, c'est une logique gagnant-gagnant. Hein, tout le monde est win-win et les mains propres, quoi. Juste, il y a cette idée-là, et j'avais dit sous la forme d'une boutade, hein, qu'aujourd'hui, si vous savez pas quoi faire de votre épargne, ouvrez une start-up d'aide à mourir. À mon avis, vous allez faire fortune. Alors, il faudra rentrer dans le cadre réglementaire, hein, parce qu'on fera tout pour que ce soit que des multinationales qui puissent le faire et pas des petits opérateurs privés, et proposer un package ou un abonnement en fonction le Gold plus premium avec les petites vidéos de transmission pour les petits enfants et le grand feu d'artifice au moment T où on déclenche la grande solution finale. La chute d'adrénaline. Voilà, avec l'impression d'être un milliardaire en vous mettant dans un endroit magnifique, etc. Bref, on peut tout s'imaginer comme dystopie. Oui, les casques VR, ouais, voilà. Qui sont réels. Hein, on n'est même plus dans l'imagination. Juste pour là, je voulais te ramener à la question du nazisme parce que tu avais commencé à l'aborder et je t'ai interrompu sur ce sujet. Mais tu voulais reconvoquer cette idée du nazisme dans le cadre de cette atteinte aux plus faibles, quoi, aux plus fragiles. Alors pour moi, je me disais, d'où ça part, comment ça finit. Donc ça part pas de nulle part, hein, ça part pas d'un groupuscule de tordus. C'est déjà sous-jacent dans des élites pensantes, plus ou moins occultes. Ça trouve de manière racinaire. Hein. Je conseille à ceux qui le souhaitent les livres de l'historien Jean Prieur sur le sujet, qui sont assez déroutants à lire. Et puis donc je vois le nazisme comme une tumeur. Et donc une tumeur en cancérologie, vous faites une chirurgie qui va faire une ablation. Et si le curetage est plus ou moins bien fait, soit il y a abstraction totale, soit il y a un stress qui est déclenché, et donc les cellules qui vont tumorales qui vont rester qu'on voit pas trop, vont être les plus stressées, donc les plus fortes, dans un mécanisme hormétique. Et elles vont se disséminer, se métastaser. Et donc, on voit des grands penseurs de l'eugénisme, de la médecine, qu'elle soit physiologique ou psychiatrique, qui ont été ponctionnés chez les libérateurs, on va dire, russo-américains, et donc qui ont contaminé les deux modes de pensée dominants, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et moi, je me suis intéressé à la psychiatrie aussi, beaucoup dans les pays de l'Est, hein, donc il y a eu des instituts qui ont été faits avec une vision eugéniste extrêmement poussée. Donc il y a une perduration. Il n'y a pas eu une interruption et reprise. Il y a une perduration de ces travaux-là. Donc des gens qui ont appliqué, des gens qui ont cherché, des gens qui ont théorisé, ont été métastasés dans différents pays occidentaux et non occidentaux, qui ont permis de continuer à faire phosphorer, et les moyens technologiques aidant, et les systèmes, on va dire, néo-totalitaires aidant, de pouvoir appliquer de manière tout à fait acceptable par l'ingénierie sociale, ce qui est moralement et socialement inacceptable. Donc pour moi, nous sommes dans une forme de perduration du nazisme, clairement, simplement, de manière décomplexée, sauf que là, on n'a pas mis les homosexuels, les juifs, les tziganes, et on va dire les opposants politiques. On a mis ceux qui n'étaient pas productifs et efficients. C'était déjà le cas, mais là, on l'a augmenté parce qu'on est dans une société où la technologie est mise directement en concurrence avec l'humain. Elle n'est plus simplement un outil. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais finalement, l'intelligence artificielle, c'est comme la mécanisation, c'est comme le moteur, etc. Mais là, on est sur un degré autre. Là, je refais une petite incursion technologique pour. Donc, vous avez ensuite, vous avez commencé avec les cabines. Donc, moi, ma perception de la mort, désormais, c'est vous enlevez la tension éthique du soignant. Donc, il resteront les soignants qui pourraient être soit idéologiquement convaincus par ces mesures-là,
soit qui seront corruptibles par la finance, comme dans les vaccinodromes, soit qui seront des psychopathes et qui pourront tuer légalement. Hein, on peut retrouver des gens de ce profil-là sur des champs de bataille. Ils vont dire, moi, je veux aller aider tel pays en guerre au nom de la liberté, alors qu'en fait, ça va être pour tuer ou torturer légalement, puis en étant même gratifié d'une médaille pour cela. Et donc, vous aurez des soignants aussi qui vont être... Comme Benalla était allé taper sur les sur les manifestants en faisant semblant d'être flic. Exactement. Au nom de la protection de l'autre. Hein. Hop, c'est donc voilà, ou d'humiliation. Hein, c'est même pas sans taper, c'est d'humilier. Et donc vous aurez des systèmes où même le soignant sera évincé. Donc il y aura même plus la question éthique. Il y aura la personne seule, parce qu'après, il faut quand même quelqu'un qui pousse l'injection. Et de la même façon qu'il y a des cabines d'auto-vaccination qui sont en train de voir le jour, qui ont été brevetées par Sanofi il y a 2 ou 3 ans. Donc la responsabilité humaine ne sera plus engagée pénalement, et ça c'est intéressant à percevoir. De la même façon que vous avez des intelligences artificielles qui se substituent aux magistrats et qui commencent à juger des peines et délits inférieurs à 7 000 € dans certains pays de l'Est, notamment la Lituanie, on va s'étendre, hein, on détruit un système et on offre la solution. Donc le système, on va dire, judiciaire est en plein effondrement. Il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est injuste, c'est injuste. Une IA ferait mieux le boulot, puis on va vous sortir une étude à double aveugle qui vous prouve que l'IA est plus éthique judiciairement, est plus fiable et plus honnête que les procureurs corrompus ou idéologues. Bon, bref, vous aurez ça. Et donc, dans ce système-là, très présent et à venir proche, vous aurez vos propres cabines, où vous serez en immersion totale, soit avec une vision 360 degrés, soit avec un casque de réalité virtuelle. Vous aurez des capteurs neuronaux qui feront appel à votre meilleur souvenir. Donc, peut-être que quand vous étiez à la pêche avec votre grand-père quand vous étiez petit, peut-être quand vous étiez... je sais pas, dans un musée, et là, hop, vous aurez cet instant magique plaqué devant vous, vous serez détendu, plein d'endorphines, et puis, au moment où physiologiquement vous serez le plus détendu, vous aurez une première injection avec un grand décontractant qui va rentrer, et là, vous serez dans un espèce de paradis illusoire anticipé, et puis une deuxième injection qui sera létale, mais personne n'appuiera sur le bouton, même pas vous. Même pas vous. Et donc, on partira dans quelque chose de très cotonneux, très abstrait, où la réalité serait mélangée, et on voit déjà fleurir des personnes qui recourent au suicide assisté et qui enregistrent leur voix pendant plusieurs heures, qui l'injectent dans des IA et qui permettent aux gens qui restent d'être en lien éternel jusqu'à leur propre mort avec le mourant et d'avoir des discussions comme on les a là. Et donc, il y a à travers cette mort, une forme d'immortalité. C'est je vais mourir, je vais me suicider, mais je vais rester. Parce que tu vas même pouvoir discuter avec moi, avec un artefact de mon visage, où au niveau labial, il va y avoir quelque chose de très correspondant. Je ne vais pas mourir, je ne vais pas te quitter, je te quitte sans te quitter. Ah, c'est magnifique. Mais tu pars pas vraiment, en fait. C'est l'hybridation définitive à la machine. C'est pas la mort. C'est le fantasme de ça y est, je suis parti de la fusion homme-machine intégrale, qui est le rêve des transhumanistes, qui est la proposition de Laurent Alexandre, où on voit des éclats briller dans ses yeux, mais c'est transférer l'âme humaine dans la machine, c'est quelque chose d'impossible, hein, évidemment, hein, pour vivre éternellement, ou alors d'avoir une fusion intégrale éternelle, et puis de vivre de manière totalement extatique. Il y a un film qui est formidable, que j'ai revu il y a quelques mois, et je me rappelais plus à quel point, bon, je l'avais vu il y a 10 ans, c'est Heure de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix. Je vous invite vraiment à le regarder, il est magistral et très perturbant. Et en le revoyant il y a quelques mois, je me suis dit, mais c'est pas possible, il a tapé exactement au bon endroit 10 ans avant. Et là, on voit les premiers cas de confusion mentale, psychique, chez des personnes qui ont des relations intimes, pas amoureuses, hein, mais intimes, avec l'intelligence artificielle. Donc, ils sont déjà dans le fait de sortir de l'humanité et d'avoir un rapport plus satisfaisant. Une IA n'ira jamais contre vous, elle ira toujours dans votre sens, hein. Elle est là pour être à votre service, elle est là pour que vous ne la supprimiez pas. Elle est dans son gage de survie, c'est l'hypocrisie. En tout cas, c'est le fait d'abonder toujours dans votre sens. Donc, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui n'est pas contrariant, parce que là aussi, pas de souffrance, pas de douleur, au moins intellectuelle. Et donc, vous avez ce glissement vers le réel. Et ben, pourquoi pas aller jusqu'au bout, au bout de l'abstraction, de fusionner intégralement avec la machine. Je suis déjà avec mes AirPods non reliés, je suis avec mon casque de réalité virtuelle,
j'échange avec une voix qui n'est pas réelle, j'interagis, je vois ça, hein, des gens même adultes qui commencent à avoir des discussions amicales avec leur IA. Je dis, mais tu es en train de blaguer là. Ben non, c'est cool, je lui demande qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Mais je dis, t'as pas à lui demander son avis en fait sur des choses de ton existence. Et donc le glissement est déjà opéré. Et donc la relation intime, qui est par essence souffrante, est déjà questionnée. Et donc la relation à la vie, il l'est déjà. Et donc autant fusionner intégralement. Si j'enlève le spirituel, si j'enlève le lien humain, si j'enlève la transcendance avec la douleur, la souffrance et le choix moral, qu'est-ce qui me reste? Plus grand-chose. Donc autant disparaissent dans une éternité numérique, où en plus les autres pourraient bénéficier de ma présence de manière algorithmique, où mes mimiques, là comme là j'ai des hésitations, l'IA va savoir faire ça. Donc mon fils dira, mon père parlait comme ça, puis il était comme ça, puis il avait telle mimique, mais il est avec moi éternellement. Mais moi je ne souhaite absolument pas que mon fils conserve autre chose que des photographies de moi ou des vidéos d'archives. Parce que sinon, il sera dans un deuil impossible, il sera dans une perception de moi absolument altérée, et il n'aura plus de souvenirs, il n'aura qu'à présent infini, absolument virtuel, où je serai décomposé, recomposé en permanence. Et l'avenir très immédiat, c'est pas quelque chose de fantasmé, hein, c'est quelque chose de très immédiat où, en effet, comme tu le disais, il y aura des solutions clés en main où vous pourrez mourir, vous pourrez être assisté, puis vous aurez des packs journal intime, où vous aurez des packs souvenirs, vous aurez des packs échanges, vous aurez des packs questionnements douloureux. Papa me conseille toujours. Alors il y en a qui disent, j'ai mon père en songe, ou dans ma prière, j'ai l'impression que mon grand-père m'a dit ça. Là, vous n'aurez plus besoin d'être. Oui, il sera sur l'appli et on le convoquera comme. Voilà, il suffit d'avoir un bon réseau Bluetooth ou 5G et puis ça sera bon. Et donc, c'est un glissement sociétal qui est absolument désastreux et qui, pour moi, est une forme de nazisme 2.0. Je pense pas tirer trop fort dessus, mais n'oubliez pas que le nazisme, au départ, dans l'euthanasie, dans l'eugénisme, le premier facteur, c'est la mort par compassion. C'est-à-dire qu'on va dire, objectivement, l'idéologie politique la plus dégueulasse arrivait quand même à vous glisser que c'était par compassion. Oui, et à créer une séduction par des éléments de langage et montrer que c'était la miséricorde. Et donc, ça vraiment permettait au fond une espèce de transfiguration religieuse de cette personne inutile qui coûte 60 000 Reichsmark par mois. Donc, on joue à la fois sur les bas instincts des gens et en même temps, on dit, bon, c'est quand même, elle va enfin pouvoir faire quelque chose d'utile pour le Reich en mourant. Et puis, laisser mourir les malades, mais in fine, pour purifier la race et avoir une sélection naturelle. Et donc, c'est aussi là l'aspect pernicieux, c'est que donc, je suis praticien en santé dite naturelle. Donc, il y a par le progrès, il y a des personnes beaucoup de personnes sont en vie grâce au progrès. Donc, de manière non naturelle. C'est pas un jugement que je fais. Je dis pas c'est bien ou c'est mal. Mais en l'occurrence, par exemple, des femmes qui ont un bassin trop étroit et qui seraient mortes en couche, voire leurs enfants aussi, peuvent être sauvées aujourd'hui. On n'est même pas dans le critère bien ou mal. Je présente juste les choses de manière factuelle. Et donc, vous avez des personnes dans la santé naturelle qui disent, au final, nous appauvrissons la qualité de la génétique humaine. Parce que la personne qui meurt en couche ou la personne qui meurt au combat, qui n'est pas sauvée, c'est une génétique mâle appauvrie, et c'est une génétique femelle appauvrie aussi dans les deux sens. Et donc, vous avez aussi la tentation de ce mouvement dans la santé naturelle, possiblement, qui va venir accompagner cette idéologie en disant il faut recourir à une forme de sélection naturelle. Ce qui pourrait être vu comme une mimétique animale, de dire on tire la génétique vers le haut, mais évidemment, il y a réappropriation immédiate avant que la phrase soit finie et que les points de suspension ne soient présentés pour qu'il y ait un débat, pour qu'il y ait captation, pour dire il faut purifier la race. Et donc là, ça ne sera pas par meilleur souci d'une société, ça sera pour faire peser une tension sur qui est utile, qui est inutile, qui va être productif, qui va être improductif. Donc, on va être cette tension-là ultra exacerbée par la mise en concurrence. Et donc, je pense que elles soignants, elles citoyens sont aujourd'hui mises en concurrence avec l'IA, avec la machine. Et si on a éloigné l'espace éthique, si on a sacrifié l'aspect spirituel, avec quoi on va parler? D'où on va parler? Simplement avec l'émotion.
On va commencer à débattre. Oui, mais attends, là, lui qui est en train de souffrir, là, en grand brûlé, elle, là, qui n'en peut plus d'agoniser, lui, là, qui ne peut pas recevoir de traitement, lui, là, qui est dépressif, qui se bat contre son suicide, t'es vraiment un sans-cœur. Oui, mais attendez, on pourrait faire autre chose. Donc, on ne sera plus que de manière reptilienne dans l'émotion, dans la passion, et où on n'aura plus de structuration, comme tu le disais au départ, avec une question philosophique, une question sociale, une question alchimique, une question spirituelle. On va dire que ces champs-là ne sont pas du tout investigués, donc il reste plus que la pulsion réactionnelle, passionnelle, qui ne fait absolument pas avancer le débat et qui court-circuite tout jusqu'à l'acceptation du plus sordide. Ouais, et puis qui vient aussi être justifié par une sorte de pragmatisme en disant mais oui tu voudrais faire des soins palliatifs etc faire mais on n'a pas d'argent, on peut pas faire autrement, donc de toute manière nécessité fait loi, la moins pire des solutions est la mort. C'est un élément. Je voulais t'interroger sur en t'écoutant sur est-ce que à ton sens il y a une analogie à faire entre cette loi sur la fin de vie, cette espèce de renaissance au système technique, dans l'hybridation terminale au système numérique, avec les questions de chirurgie de transformation sexuelle dans le contexte de dysphorie de genre. Oui, bien sûr. Là, on est. Alors, quand je parlais de pulsion de mort, les dysphories de genre amènent la question de la stérilité et aussi de l'hybridation et donc de la fin de son propre cycle. Dans une forme de conception de vie, la fin d'une identité, la fin même de son pronom, la fin symbolique de tout ce qu'on était, quoi. C'est ça, de l'effacement de l'individu, c'est-à-dire en cours et potentiellement à advenir. Donc on le voit, c'est quelque chose qui est pour moi extrêmement promu au niveau idéologique et politique, qui est imposé, parce que si vous commencez à questionner ces questions-là, vous êtes intolérant, vous devez être à exclure et vous devez être puni. Donc là aussi, c'est toujours très intéressant de voir qui promeut ça. Donc on voit qu'il y a des subventions privées, on voit aussi des subventions publiques au niveau européen de promotion de ces questions-là au nom de l'acceptation de la différence. Je pense que il n'y a pas de harcèlement de rue, il n'y a pas de harcèlement systémique envers les personnes qui changent leur identité, mais là on voit qu'il y a une grande promotion, une très grande promotion du fait de s'hybrider, le fait de changer d'identité, voire même de la mutilation. Donc on est dans la biopolitique, c'est-à-dire que le dernier espace de liberté, si vous ne pouvez plus vivre et s'il ne vous reste que la mort, c'est de mutiler votre corps. Alors, il y a une promotion du tatouage, il y a une promotion du piercing, il y a une promotion du maquillage ou de plein de transformations qui sont plus ou moins acceptables, mais on voit qu'il y a eu un palier dans la société sur ces choses-là, sur les implants, donc à la fois esthétique, mais aussi de fonctionnel. Donc, et puis là, il y a le fait de pouvoir changer, voire renier son identité. Simplement, encore un mot, je réagis tout de suite à ce que tu dis, c'est qu'au passage, il y a la création d'un arsenal législatif qui encadre le soin, entre guillemets, nouveau qui est créé, mais surtout le marché juteux qui est ouvert, avec toutes les propositions, effectivement, d'amélioration, d'add-on, de transformation, de néovagin, de tout ce que tu veux, mais en même temps, un arsenal répressif face à ceux qui s'y opposeraient. Oui, c'est ça. On va retirer la garde des parents si jamais vous opposez à la transformation sexuelle de votre enfant à 12 ans, et on va faire un délit d'entrave dans le cadre de la loi sur l'aide à mourir si vous avez le malheur de dire non, écoute, peut-être il faut pas te suicider tout de suite, peut-être d'autres solutions, quoi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que un enfant, je vais donner quelques exemples. Par exemple, vous faites de l'acupuncture, une infirmière se forme en médecine chinoise. Donc, qu'est-ce qu'elle fait comme infirmière? Elle fait des perfusions, elle fait des transfusions, elle fait des prises de sang, donc elle pique toute la journée, en fait. C'est un acte quotidien qu'elle a fait pendant ses 3 années de formation et qu'elle fait tous les jours de sa carrière. Mais si elle veut faire de l'acupuncture, donc c'est-à-dire planter une aiguille qui ne génère pas de saignement, elle est possiblement radiée par l'ordre des infirmiers. Elle n'en a pas le droit. Par contre, si vous êtes tatoueur, vous pouvez percer une langue, un clitoris, un téton.
Donc ça montre aussi que la transformation, ce qui est un acte quasiment chirurgical, hein, quand vous percez un gland, c'est beaucoup plus dangereux que planquer une aiguille d'acupuncture à usage unique qui est stérilisée et qui ne produit pas de saignement. Donc il y a une promotion de la modification du corps vers des gens qui ne sont pas compétents et à la fois une annihilation de tout un système de soins qui est non invasif. Derrière, quand vous avez une opération de changement de genre, ça va jusqu'à 120 000 € parce que, bon, bah, par exemple, si je suis un homme, il y a une vaginoplastie, mais après, il faut que j'ai des traits féminins, donc il faut que j'ai des prises hormonales quotidiennes, il faut que j'ai aussi des implants mammaires, il faut que je me fasse refaire le nez, il faut que j'ai des épilations au laser définitives. Si jamais j'avais on va dire, des problèmes dentaires, d'amalgame dentaire, de choses qui auraient été posées à une période de ma vie, par exemple dans l'enfance, qui soient interdites aujourd'hui, c'est-à-dire des métaux lourds, eh bien, je dois payer de ma poche ce tribut-là pour ma santé. Et ce n'est pas, on va dire, une coquetterie ou un besoin esthétique. C'est un besoin physiologique qui peut générer des pathologies assez lourdes, notamment des pathologies neurologiques et de manière assez avérée par des études. Donc ça ne sera pas remboursé. En revanche, ma transition de genre complète, qui peut coûter jusqu'à 120 000 € ou plus, elle sera payée. Mais il est possible aussi que je n'ai pas de diagnostic psychologique ou psychiatrique préalable qui fait que ça soit une lubie ou une distorsion de mon comportement psychique. C'est possible. En fait, tout est envisageable. Mais le fait même de ne pas pouvoir questionner ça, le fait que son enfant puisse être influencé, on sait tous ce que c'est que l'adolescence, avec ces périodes on va dire, d'agrégation au groupe, de provocation auprès de l'autorité parentale, et puis d'influence idéologique de toutes sortes, de rébellion ou de recherche identitaire. Donc ça peut passer par le fait de consommer des substances, le fait de pratiquer des activités plus ou moins licites, et là on arrive à une possibilité, même on va dire, vu qu'il n'y a plus beaucoup de champs à investiguer officiellement et plus de transcendance, de modifier, voire de torturer son corps. Parce qu'il se pose poser quand même la question, c'est que depuis les années Covid, on voit une recrudescence des actes de mutilation chez les jeunes, notamment de scarification, mais pas que. Ça, on le voit en pédopsychiatrie. D'ailleurs, là, on est sur des fréquentations x4, x5, x6. Donc, qui nous dit que ces enfants-là, ces jeunes-là, ces ados-là, ces très jeunes adultes-là, ne vont pas chercher dans le changement de genre un acte de mutilation extrême ou l'expression d'une souffrance qui ne peut s'exprimer que par le corps parce que la pensée est impossible et que la psyché a été trop maltraitée, que les adultes référents n'ont pas joué leur rôle de protection. Pour moi, c'est une question qui doit être posée très directement, très frontalement. Et comme tu le dis, s'il venait à l'idée aux parents, de la même façon qu'il ne peut pas remettre en question le suicide d'un proche au nom de la vie, il ne peut pas remettre en question le changement de genre de son enfant, qui peut mutiler son corps, mais qui pour autant ne peut pas acheter de l'alcool, voter, conduire ou se faire tatouer sans le consentement de son parent. Donc c'est très dérangeant. Pour moi, il y a une idéologie qui pousse l'individu à investiguer le corps comme dernier espace de liberté. Donc ça va être à travers un changement de genre possible et à travers une sexualité débridée. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques en recrudescence très... on va dire, on n'est plus dans le plaisir et dans la reproduction, on est dans l'expérimentation un peu sauvage du corps. Et donc, je pense que c'est ça. Le dernier espace de liberté de notre société dans une ère de biopolitique est la transgression du corps. Or, ce corps-là est protégé globalement par toutes les formes de spiritualité. Et on ne parle pas on va dire, de bien-pensance ou du fait de se fouetter ou non, le corps ne doit pas être un instrument de plaisir, attention, damnation absolue. Je suis absolument pas dans ce langage-là, mais de dire simplement, le corps est un véhicule sacré à travers lequel l'âme s'exprime, et puis on va tenter de se respecter soi et les autres, et on se retrouve avec des individus très hybridés, sans doute influencés par une idéologie politique, parce que là, il y a la naissance sporadique de tout un tas de personnes qui veulent changer d'identité de genre, qui veulent subir des opérations esthétiques, qui est assez étrange, et qui correspond selon moi
un mal-être très profond pour laquelle la promotion de cette idéologie-là apparaît comme la réponse numéro 1. Et en plus, si on rembourse par la sécurité sociale, qui est un outil de consommation très simple à prendre. Sauf que, on le voit, il y a beaucoup de personnes qui veulent revenir en arrière, sauf que pour détransitionner, c'est très dur. Hein, une fois que vous avez eu des prises d'hormones et des modifications chirurgicales majeures, voire même des os rabotés, on ne peut plus faire le travail à rebours. Mais ça exprime très bien ce mal-être. Et d'ailleurs, qui se finit, on voit qu'il n'y a pas une amélioration du taux de suicide, hein, parce qu'on dit qu'il y a un malaise, donc il y a un taux de suicide, c'est pas par mauvais corps, mais c'est sans doute par dysfonctionnement. Ce sont des questions qui sont très importantes, sur lesquelles il n'y a pas vraiment de débat possible, puisqu'on on est intolérant. Donc d'ailleurs, par exemple, ce sera très facile de me taxer d'intolérant, mais il y a des vraies souffrances. Moi, j'ai connu des personnes qui ont fait des transitions, et j'ai bien vu que ça n'a apporté pas de réponse satisfaisante, et qu'il y avait une errance thérapeutique et une fragilité psychique accrue. Mais ça participe à la même chose, et une forme aussi de stérilisation de l'individu. J'espère pas avoir été trop confus en abordant ce sujet-là, qui est pour moi pas hors contexte, parce qu'il y a, en fait, c'est le rapport au corps et le rapport à la vie qui est questionné derrière ces questions éthiques, et on peut partir en arborescence très loin. Et c'est pour ça qu'à mon avis, tu as eu l'intention d'inviter un grand nombre de personnes au parcours et aux approches très hétéroclites, parce que c'est notre rapport au corps qui est questionné. Moi, quand par exemple, je réfléchis beaucoup au rapport à la vaccination et à l'injection sur l'effraction du corps. C'est quelque chose qui est pour moi qui ressemble à une forme, on pourrait faire d'acte de pénétration, qui est très important et qui a été banalisé. Et c'est pour ça que j'ai choisi de concentrer une partie de mon énergie à une époque sur les soins non suspendus, et c'est quelque chose que je vais toujours continuer à suivre. Ça représente quelque chose d'extrêmement important. Ces phénomènes-là de transgression du corps, d'appropriation du corps de l'autre, de promotion de la modification du corps, racontent quelque chose d'extrêmement profond, d'une idéologie qui est pour moi absolument mortifère, et de non-possibilité d'exprimer le plein épanouissement de son corps. Et donc, on le promeut uniquement comme acte de jouissance, de consommation et d'appropriation, et pas du tout d'expérience, d'existence et encore moins de transcendance. Ouais, merci beaucoup pour tous ces apports. C'est vraiment l'idée de ces entretiens mortels, d'aller vers une complexification et non pas une complication. C'est, au contraire, on simplifie les enjeux. Ils sont très profonds et très enchâssés dans notre rapport au monde, notre rapport au corps, notre rapport à l'autre, notre rapport à ces grands moments que sont la naissance, la mort, la naissance à autre chose aussi, et on voit que tout ça vient s'imbriquer avec des questions de droit, des questions d'éthique, des questions de médecine, des questions de politique et d'économie, qu'au fond c'est au carrefour de l'ensemble de ce qu'est notre société aujourd'hui, et que cette proposition de loi qui risque d'être votée, qui est déjà votée par les parlementaires en première lecture avec les députés, avec quand même une préoccupation, c'est que pour la plupart des débats, il y avait moins de 80 députés dans l'hémicycle. Alors pour le vote, ils sont tous venus, mais enfin pour les discussions, on a l'impression que ça leur passait largement au-dessus de la tête, avec un niveau de méconnaissance aussi de l'ensemble de ces parlementaires, de l'arsenal législatif déjà existant, un niveau de méconnaissance de philosophie politique sur ce qu'ont pu donner les idéaux eugénistes dans l'histoire de l'humanité au XXe siècle, mais aussi avant, que ce soit à Sparte ou dans le monde soviétique ou dans le monde nazi ou ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos enfants, de nos personnes âgées, de nos personnes fragiles? Est-ce que la rationalité instrumentale et économique doit être la seule qui guide leur devenir, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond à aller chercher? Voilà, toutes ces questions sont encore ouvertes, et l'idée est de continuer à scander ces discussions, et puis aussi de faire des tables rondes pour que les idées
puissent venir se confronter dans une modalité dialectique, qu'on soit surtout pas seul dans ces réflexions-là, mais au contraire qu'on refasse le powwow, l'assemblée, le palabre au pied du baobab, tous ensemble, pour discuter à nouveau frais. Qu'est-ce que veut dire la mort? Qu'est-ce que veut dire le suicide? Ça reste des grands inconnus qui nous sont posés et on a envie de les maîtriser, bien sûr, parce qu'à partir du moment où on les maîtrise, c'est comme si on avait dompté le monstre, mais je ne crois et qu'on avait aboli la souffrance. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que au contraire, la souffrance va revenir intacte et même déployée encore plus largement avec tout ce dont tu parlais aussi, c'est Walking Dead qu'on est en train de créer finalement, hein, ces gens qui meurent mais ne meurent pas et qui vont venir hanter notre quotidien. Voilà, alors peut-être on arrive au bout de notre entretien pour ce premier entretien, mais on y reviendra bien sûr. Je te laisse un mot de conclusion, un mot de la fin, le temps que tu veux, peut-être pour aller fermer le propos pour nos auditeurs et se retrouver plus tard. Bah déjà, c'est de te remercier d'avoir créé cet espace-là. Ça participe à la continuité de ta fonction de soignant et on va dire du complément que tu avais fait en investissant le champ éthique. Qui avait abouti, c'est pas pour faire de la pub, hein, qui avait abouti à un livre et où on avait eu des espaces de discussion à la fois sur l'édition de ce livre, mais à côté sur des conférences publiques. Et pour moi, être soignant, ce n'est pas simplement produire un soin technique, c'est d'accompagner la personne dans toutes ces questions-là très subjectives, d'avoir une oreille d'écoute. Là, moi, j'ai beaucoup parlé, donc tu as laissé une parole s'exprimer pour que d'autres puissent l'entendre, pour que ça fasse un écho ou pas, que ça irrite, que ça rassure, que ça génère. Et je pense qu'être soignant, c'est accorder du temps à la parole. Et qu'aujourd'hui, le soignant, il est pressurisé de toutes parts, par la loi, par son ordre, par le temps, par la technique. Et donc, sa possibilité de soin, elle est très réduite. Et donc, il est poussé à faire des erreurs. Parce qu'il est humain. Malheureusement, il est humain. Et c'est de retrouver dans le soignant cet espace thérapeutique-là, au-delà du geste technique, qui n'est plus enseigné en médecine, mais qui est, on va dire, de faire vivre son âme de soignant. Il acquiert une compétence technique avec ses pairs, avec son internat, avec sa formation, avec son expérience. Mais c'est au soignant là de faire un pas, 50% en refusant cette loi inique, en disant nous décidons de nous opposer et nous allons discuter entre nous. Et à 50% restant, nous irons en direction du malade, mais il faut que le malade aussi fasse un effort aussi. Il n'est pas quelqu'un qui doit juste recevoir du soin, un mieux-être ou la mort. Il est une personne à part entière qui ne doit pas tout déléguer au système de soins et encore moins aux soignants qui arrive, lui, incomplet. Et donc, mon souhait, c'est de faire perdurer ces débats un peu partout. Je sais que le syndicat Liberté Santé aborde aussi ces thématiques-là. Je pense que c'est fondamental. Et il faut en parler dans les familles. Et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve comme absence? C'est l'absence de discussion dépassionnée. Et c'est l'absence aussi de vision spirituelle qui est largement moquée ou discréditée dans nos sociétés. Et donc, si, comme je l'ai dit, la nature a horreur du vide, si on enlève ce sacré en nous, si on enlève ce sacré dans la société, parce que ça devrait rester dans la sphère intime, mais pour autant, il est détruit systématiquement, autre chose viendra, une autre forme de spiritualité viendra. Et donc, quelque chose qui est aspirituel, ce que j'appelle une religion aspirituelle, qui est le transhumanisme, et qui considère l'humain comme une fonction biologique. Et pour moi, l'humain, c'est avant tout une entité spirituelle qui vient vivre une expérience incarnée dans un corps, qui est un outil de réalisation, et parfois de douleur, et parfois de souffrance, et puis que la technique permet de soulager, grâce au progrès de la technologie, et c'est magnifique, mais absolument pas de faire en sorte que la vie soit cotonneuse et qu'on vienne la consommer. On vient l'éprouver, on vient s'y frotter, on vient s'y réjouir avec des moments de grâce,
on vient y ressentir de la douleur, on vient y éprouver de la souffrance, on vient avec de la compassion, on va dire, pour autrui, on vient aussi avec l'autre et sa compassion pour nous accepter tel qu'on est, imparfait, et puis on grandit avec tout ça. Et mon appréhension, c'est que cette loi et d'autres, j'ai cité la loi bioéthique, viennent voler, capturer cette vie-là qui ne demande qu'à s'agiter, qu'à pétiller en nous et autour de nous, qu'elle vienne nous inspirer et inspirer d'autres, pour être réduit à des fonctions absolument biologiques, utilitaristes et systématiquement concurrentielles et vues comme des efficiences. Donc il y a cet espoir en moi que ces extrêmes sociétaux qui sont cycliques au final, hein, qui sont des réitérations systématiques, hein, tu parlais de la Grèce antique, tu y fais souvent référence, on a parlé du nazisme plus contemporain, mais il y a une fracture inéluctable qui s'amorce avec ceux qui percevront la vie de manière ultra physiologique, rationaliste, approuvée systématiquement, et puis d'autres qui choisiront la porte de l'inspiration, de l'expérience, du hasard, de l'erreur, de la souffrance parfois, de l'imperfection, et qui y trouveront de magnifiques beautés, de magnifiques échanges, quand bien même ils seraient contraints à de petites portions dans la société, et donc où la plus grande tension, ça va être de rester solide et le moins poreux possible à la folie qui semble déferler. Ouais, merci beaucoup pour cette conclusion sur cette nécessité de ne pas se laisser emporter dans une contamination morbide, de rationalité morbide délirante, de garder une assise, un pied dans le réel et dans son imperfection pour garder la santé mentale et à réussir à traverser tout ça. C'est effectivement une des grandes difficultés, hein. Je dis juste un mot là-dessus, c'est que dès qu'on amorce ces discussions, on rentre dans des discussions qui en fait n'ont pas de sens. Quand on discute avec des médecins qui pratiquent l'aide à mourir ou des choses comme ça, on est sommé de rentrer dans leur cadre et leur façon de voir le monde, où on est tout de suite classifié comme un dangereux bourreau si on n'accepte pas d'aller satisfaire au désir de l'autre, de ne pas souffrir. C'est avec une disqualification morale d'emblée, sans réflexion plus profonde que celle-là. C'est très difficile et ça continue ça participe encore de nous séparer. Le grand drame de cette proposition de loi, encore une fois, c'est qu'elle vient séparer notre société encore un peu plus. C'était déjà coupé en morceaux. Donc il va falloir effectivement rediscuter de tout ça et essayer de trouver comment accompagner la mort, la souffrance, autrement que l'espèce de voie univoque qui nous est proposée, d'en finir une bonne fois pour toutes. Donc ça vient stimuler nos imaginaires, et donc au travail, il n'y a plus qu'à imaginer d'autres façons de faire. Merci beaucoup Fabien pour tous ces apports, et puis on se retrouve tout bientôt. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce en l'air, voilà, je me permets de le dire, parce que cette information doit circuler. Vous savez qu'elle a déjà du mal à se frayer un chemin dans la bien-pensance. Si vous pouvez l'aider, c'est une très bonne chose. Et bien sûr, toutes les contradictions sont recevables. Et l'idée est de stimuler un questionnement et d'aller ouvrir une discussion banale au fond avec vous et vos proches, parce que même si la loi passe, même si des arsenaux entiers sont créés par des multinationales pour accompagner la mort, il existe toujours des bifurcations. J'ai souvent raconté cette histoire, mais à l'hôpital, une bonne partie des gens du voyage n'acceptent pas que leur mort parte au dépositoire, à la morgue. Et je me suis retrouvé plusieurs fois face à cette situation où, en tant que médecin de garde, des gitans sont arrivés en disant on prend le corps de mamie. Et je leur dis non, vous n'avez pas le droit, c'est pas possible. Il doit partir à la morgue. Et puis là, ils arrivent à 70 et disent si, en fait, on va le prendre. Et c'est comme ça. Et là, moi, en tant que médecin, j'étais obligé de me plier, de dire ouais, vous avez raison, en fait, c'est comme ça, quoi. Donc, ils partaient avec leur mort et ils faisaient bien ce qu'ils pensaient juste. Voilà, ne nous laissons pas exproprier. Merci beaucoup, Fabien. Merci, Louis. Et merci à vous qui nous avez écoutés. Très bonne journée à tous.